faire. La maison est toute jeune, mais on voit déjà au niveau national et international l'écho que ça commence à avoir. Bravo Khadim, à toi et à toute ton équipe. Et dire que c'est vraiment tout le livre que vous voyez là, ça a été designé par Khadim et son équipe. Donc toute la page, la pagination, la photo, tout ce que vous voyez là-dessus, le physique de ce livre-là, c'est grâce à Khadim. Merci beaucoup. Donc 10 minutes pour toi. Je vais faire top chrono, puis je vais te contrôler. Si tu dépasses, je t'arrête. Et 10 minutes. Puis après ça, on passe le micro au public. Voilà. Donc merci Pape, tu me demandes de résumer 2 ans, 3 ans de recherche en 10 minutes. Bon, je vais essayer. Alors donc, je pense que pour expliquer le contenu du livre, il faut d'abord, je l'ai fait un peu en anglais tout à l'heure, je le fasse un peu en français, c'est que pour moi, il y a un problème au niveau de l'élite africaine, c'est que nous n'avons pas encore pris contrôle du narratif qui structure la compréhension que les gens ont du continent. Et ce narratif-là a été produit depuis longtemps par des chercheurs occidentaux qui ont projeté un certain regard sur l'Afrique. Et souvent, ce regard-là était dans l'objectif d'avilir le continent pour pouvoir justifier sa colonisation. Et dans ce cas, que des auteurs de la perspective rédemptrice comme Cheikh Anta Diop, dont on pourrait dire le représentant sur Terre et à ma gauche, se sont levés justement pour montrer cette autre image-là, pour reprendre en contrôle le narratif. Et moi, je me suis dit, quand on fait des recherches sur le Nigeria, surtout dans l'espace francophone, on se rend compte que d'une part, il y a un désert intellectuel total, nous ne sommes pas intéressés par le Nigeria, mais d'autre part aussi, les rares perspectives qu'on voit se situent dans une logique du verre à moitié vide. Il présente plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Donc moi, mon livre s'inscrit dans cette perspective de présenter le verre à moitié plein, en montrant que malgré tout ce qu'on voit du Nigeria, malgré les difficultés, malgré tous les, tous les défis auxquels le Nigeria fait face, il y a un certain nombre de réalisations très importantes qui ont été faites par l'État nigérien et dont l'avènement au pouvoir de Buhari depuis 2015 a marqué une accélération, une très forte accélération. Okay? Donc, reprendre en contrôle le narratif en proposant une vision plus positive du Nigeria, en mettant l'accent plus sur ses exploits que sur ses échecs. Deuxièmement, et ça c'est dans une perspective théorique, c'est peut-être le chapitre 10 que j'ai mis à la fin, parce que c'est un livre que j'écris non seulement pour le grand public, mais aussi pour le public universitaire. Donc j'ai mis un peu la partie théorique à la fin, pour dire que, en réalité, l'avenir de l'Afrique dépendra beaucoup du leadership personnel. Parce que souvenez-vous de la phrase d'Obama quand il nous disait « l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes ». Le débat en Afrique est beaucoup marqué aujourd'hui par l'omniprésence des questions institutionnelles. Et quand on parle d'institutions, on pense surtout aux institutions formelles, c'est-à-dire celles qui ont été importées ou greffées par le processus de colonisation. Et ces institutions-là reposent sur une sorte d'institutionnalisation du pouvoir. Alors que, en réalité, en Afrique, il y a une autre institution qui est informelle, celle-là. Et c'est là, dans la littérature de la science politique, qu'on le voit. Les institutions informelles, ce sont des règles qui sont non écrites, mais qui façonnent autant le jeu politique. Alors, l'une des institutions informelles en Afrique, c'est la personnalisation du pouvoir. Malgré toutes les contraintes qu'on essaie de poser à cette personnalisation du pouvoir, on se rend compte qu'elle revient. Pourquoi elle revient? Mais c'est parce que tout simplement, c'est une institution formelle. C'est-à-dire c'est une attente partagé entre les acteurs du système politique qui fait que lorsque le président va voir le Conseil constitutionnel ne voit pas le président en tant qu'institution abstraite, mais il voit le président en tant que personne qui habite l'institution, qui la personnalise, donc l'institution lui appartient. Et moi, ce que je me dis, c'est que si on continue à mettre l'accent sur les institutions formelles et qu'on ignore cette institution informelle qui est la personnalisation du pouvoir, on ne va jamais aller de l'avant en Afrique. On va créer de nouvelles institutions, mais ces institutions ne vont pas être valables. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est de mettre l'accent sur le leadership. C'est de montrer que l'action du leadership dans un pays peut changer le cours des choses, parce que l'effet de la personnalisation est mis non pas au sens du néopatrimonialisme, non pas au sens de l'autoritarisme, mais il est mis au sens d'une gestion rigoureuse de l'État. Et c'est ce qui se passe actuellement au Nigeria sous Buhari. L'ensemble des mesures que je présente en matière de lutte contre la corruption, en matière de fédéralisme social, sont des mesures qui ont été prises par les anciens gouvernements, mais qui n'ont jamais été en réalité appliquées. Parce que tout simplement, le leadership personnel n'y était pas.
Dès l'instant que les deux personnels arrivent, on voit comment les choses changent. Donc d'un point de vue théorique, c'est ça. C'est de dire aux Africains, attention, nous portons trop d'importance aux institutions formelles et nous oublions que l'institution formelle part sur une sorte d'objectivation du pouvoir, alors que nous, notre réalité, nos institutions informelles, donc la réalité sociologique qui détermine notre compréhension du pouvoir, va vers une personnalisation. Donc, la solution, c'est quoi? Quand vous choisissez quelqu'un, assurez-vous que ce quelqu'un-là est bon. Assurez-vous que les structures de contraintes vont venir non pas des institutions, parce que les institutions ne vont pas venir comme contraintes, mais ils vont venir de lui-même, de sa personnalité, de ses valeurs, de ses références. Parce que ce sont les seules contraintes qui vont marcher en Afrique et non les institutions formelles. Alors, ça c'est la partie théorique. Maintenant, comment je le décline carrément? C'est je montre en fait comment la personnalité de Buhari a permis son élection. Donc le chapitre 1 va fait une analyse de Buhari lors de son premier mandat, donc dictature militaire de 83 à 85, pour montrer sous l'angle de la politique étrangère, sous l'angle du nationalisme de sa politique intérieure, sous l'angle du refus du dictat des institutions financières internationales et sous l'angle de son programme phare qu'il a appelé la guerre contre l'indiscipline, comment ces éléments-là ont structuré un peu le narratif que les Nigériens ont gardé de lui, ont été fondamentaux dans sa victoire de 2015. Donc ça c'est l'ancien Buhari que je présente, pour y trouver les éléments qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi, 30 ans après, le choix s'est fait sur sa personne. Deuxième partie, c'est justement pour expliquer comment sa victoire de 2015 a eu lieu. Donc, j'insiste sur des aspects structurels liés au système politique nigérien. Il y a un aspect que j'appelle la logique ethnocompensatrice. C'est qu'au Nigeria, j'ai l'impression que les élections consistent souvent à compenser une ethnie dont la perception est que cette ethnie a été victime plus ou moins d'un ostracisme politique lors des dernières années. Par exemple, Obasanjo a été élu parce que tout simplement, Moshood Abiola, qui est Yoruba comme lui, a été tué. Okay? Donc Buhari a été élu quelque part aussi parce que tout simplement, Yaradua, qui était du Nord, est mort lors de son premier mandat et n'a pas pu le terminer. Donc je montre que cette logique compensatrice, elle est très importante et elle définit même comment les élites nigérianes se positionnent par rapport aux prochaines élections. Parce que là, actuellement, tout le monde sait que les gens du Sud, leur temps est venu, parce qu'ils ont pu construire un peu cette identité victimaire qui fait que la logique ethnocompensatrice va marcher pour eux. Donc je montre 2015 comment cette partie a été importante, et deuxièmement aussi comment l'historique de la corruption sous Jonathan a pu rendre le débat sur la corruption au devant de la scène. Lorsque par exemple on critiquait Jonathan en lui disant que vous êtes trop laxiste sur la corruption, sa réponse était la relation entre le politicien et l'argent, c'est comme la relation entre l'igname et la chèvre. On ne peut pas confier de l'igname à la chèvre sans que la chèvre en mange. Donc cela vous montre comment il était permissif. Et comment s'appelle, Buhari a pu surfer sur cette image-là d'une personne propre. Donc il est venu avec une coalition et son parti, le symbole de son parti, c'était le balai. Donc d'où le concept de gouvernance du balai. Donc pour montrer que sa gouvernance essaie de balayer le Nigeria. Donc ça c'est la première partie du livre. Maintenant, la deuxième partie essaie de montrer comment, dans la gestion quotidienne de l'État, Buhari a essayé de faire face à tous les défis auxquels l'État nigérian était exposé. Le premier défi, c'est un défi politique, donc à travers un faible niveau de discipline partisane. Ça, on le voit souvent dans les systèmes fédéraux. Quand vous regardez la littérature sur la discipline partisane dans les systèmes fédéraux, on voit qu'il y a comme une sorte de logique centrifuge qui fait que souvent, il y a difficulté d'avoir des partis qui sont vraiment disciplinés et que donc la conséquence c'est qu'au niveau du Parlement il y a une absence de contrôle. Et Buhari dans son mandat a eu beaucoup de difficultés à faire passer certaines décisions au niveau du Parlement, ce qui montre aussi quelque part que la démocratie nigériane fonctionne quand même d'une certaine manière. Okay? Deuxième partie, ce sont les défis sécuritaires. Et dans les défis sécuritaires, j'ai essayé d'aller au-delà de la variable ethnique. Parce que quand on vous présente les défis sécuritaires au Nigeria, on va vous dire que c'est les musulmans contre les chrétiens, c'est les Yoruba c'est les Igbo contre les Hausa. Moi je dis non, c'est qu'il y a comme une sorte d'effet d'optique. C'est-à-dire que la manifestation des conflits et de la violence politique, elle est ethnique. Mais les dynamiques sous-jacentes, ce sont des dynamiques économiques.
donc à travers ce qu'on appelle les inégalités horizontales. Donc je montre comment dans chaque partie du territoire nigérien, où effectivement il y a des velléités sécessionnistes et centripètes, il y a des logiques économiques qui sont derrière. Comme on le voit actuellement avec ce qu'on appelle les bergers Fulani contre les agriculteurs dans la région du North Central, qui est devenu aujourd'hui un défi beaucoup plus meurtrier que Boko Haram. Le troisième défi, c'est le défi économique. Donc je montre comment le timing assez mauvais de l'arrivée de Buhari au pouvoir a été assez difficile, parce que Buhari est arrivé au pouvoir dans un contexte de baisse de la production pétrolière et dans un contexte de baisse des cours du pétrole. Donc cela veut dire quoi? Pour un État qui tire 90% de ses exportations pétrolières, cela veut dire difficulté au niveau de la gestion de la politique monétaire, difficulté au niveau de la gestion, comment dirais-je, de la politique budgétaire. Donc je montre comment, sur le plan de la gestion monétaire, comment Buhari a essayé avec la Banque centrale, malgré le fait que le Nigeria avait perdu beaucoup de ressources, comment il a pu défendre le Naira et même réaliser l'exploit d'arriver aujourd'hui à un taux de réserve extérieure du Nigeria qui dépasse ce qu'on a vu sous Jonathan. Je montre aussi sur le plan de la politique budgétaire comment la subvention sur le carburant a été un défi que Buhari a essayé aussi de gérer tant bien que mal, en utilisant des instruments de politique qui lui ont permis de contourner la difficulté que cette question aurait pu être, notamment contre les syndicats. Donc deuxième partie, ce sont les défis. Troisième partie du livre maintenant, c'est la gouvernance du balai. Donc concrètement, comment la gouvernance du balai se déploie? Premièrement, sur le plan de la lutte contre la corruption, où je montre effectivement certaines mesures comme ce qu'on appelle le Treasury Single Account, donc un compte du trésor unifié, qui aujourd'hui a permis au Nigeria d'éliminer des dizaines de milliers de comptes de l'administration qui faisaient qu'il y avait des round-tripping de fonds, qui faisaient que presque le contrôle de gestion était impossible. Je montre aussi ce qu'on appelle le Whistleblower Policy. Donc on en a parlé un peu au Sénégal hein, avec l'affaire Sonko, peut-être on pourra en discuter. Comment au niveau de l'administration aujourd'hui, il y a une politique qui promeut le fait que les gens se posent à lanceur d'alerte. Et que pour chaque dénonciation qui est faite, la personne qui est l'auteur de la dénonciation a 5 à 10% des fonds qui vont être collectés. Donc je montre vraiment beaucoup de décisions qui ont été prises dans le plan de la lutte contre la corruption pour vraiment dire que Buhari a fait un excellent résultat sur ce plan. Je vais peut-être revenir plus tard sur l'épisode d'Ibrahim Magou, qui est le président justement de l'IFCC. L'IFCC, c'est un peu comme une sorte de CREI, hein, et on pourra peut-être en discuter plus tard. L'autre aspect de la gouvernance du balai, c'est effectivement ce que j'appelle le fédéralisme social. En fait, je pense que, et je le dis souvent, c'est-à-dire que quand on regarde les relations entre les différents États au Nigeria, on constate que le Nigeria a réalisé un excellent système qui fait que la répartition horizontale des ressources entre les États est très bien faite. Et il y a une étude qui se base sur un cluster analysis qui montre qu'en fait, il y a 3 clusters d'États qui sont principaux, en fait, qui ont plus ou moins les mêmes revenus sur la manne pétrolière, mais il n'y a pas de différence entre ces États-là. Et on voit aussi que certains États qui sont faibles profitent plus de cette manne pétrolière-là que certains États qui sont forts. Donc le problème, ce n'est pas au niveau de la répartition horizontale, mais le problème, c'est au niveau de comment les élites captent cette ressource-là et font que les populations n'en disposent pas. Et ça affaiblit le lien d'identification entre les populations et la fédération. Donc le fédéralisme social pour Buhari, c'est quoi? C'est poser des politiques sociales qui vont permettre aux Nigériens du sous-sol, pour reprendre l'expression de José Bové, ou bien aux Nigériens du Nigeria périphérique, de profiter de cette manne pétrolière-là à travers justement un certain nombre de programmes, comme le programme de nourriture à l'école, comme le programme N-Power. J'ai d'ailleurs constaté que la plupart des programmes sociaux de dernières années au Sénégal reprennent vraiment, mais c'est pas mal non plus. Mais si vous prenez par exemple aujourd'hui un programme comme la DER, on prend le programme Trade Money du Nigeria et on l'ajoute avec le N-Power, donc qui sont 2 programmes sociaux et ce qui donne par exemple la DER au Sénégal. Mais bon, je pense que c'est un peu à la mode actuellement d'avoir des programmes sociaux parce qu'on se rend compte que l'Afrique a besoin de ça. Alors très rapidement, l'autre aspect que j'explore dans ce que j'appelle la gouvernance du balai, c'est l'aspect de la diversification économique. Tous les gouvernements qui se sont succédés au Nigeria ont mis la diversification économique comme étant un agenda qu'ils doivent remettre en place. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas avancé sur ce plan, parce que c'est des politiques qui sont très difficiles à prendre. Et je montre comment Buhari
à travers une stratégie de substitution des importations, a permis aujourd'hui au Nigeria de devenir presque un géant vert. Le Nigeria, aujourd'hui, par exemple, a pu réduire au cours de ces 5 dernières années 97% de ses importations en riz, 99% de ses importations en poisson. Donc le pays devient aujourd'hui, comme Buhari l'a dit dans une fameuse déclaration, le Nigeria doit agir comme si elle n'avait pas de pétrole. Donc la logique de la diversification économique s'appuie beaucoup sur la substitution aux importations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Buhari nous amène un outil, parce qu'il aurait pu passer par la politique commerciale, et là, l'OMC va lui taper, comment dirais-je, les doigts, mais il passe plutôt par la politique monétaire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit aux importateurs, voilà 47 produits pour lesquels vous n'aurez pas accès au dollar pour les importer. Donc de fait, c'est une limitation des importations pour promouvoir une production locale. Okay? Donc ça, c'est une bonne stratégie qui se pose au niveau de la politique monétaire, qui fait qu'on n'utilise pas l'argument de la politique commerciale parce qu'on sait tout ce qu'il y a derrière l'OMC et autres. Okay? Donc diversification économique. Et dernier aspect de la gouvernance du palais, c'est la diplomatie. Et bon, c'est sûr que je suis dans mon milieu naturel quand je parle de diplomatie, et je montre qu'en fait, le Nigeria est dans une logique de diplomatie du redressement. Que la politique étrangère nigériane est mise au service de redresser le pays sur le plan économique. Et à partir de là, on peut comprendre le retrait temporaire de la ZLEC, la zone africaine de libre-échange. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est que la ZLEC n'arrange pas l'agenda du Nigeria. Parce que le Nigeria a besoin de protéger actuellement son industrie naissante, elle a besoin de protéger son marché intérieur, et parce que la ZLEC nous demande d'ouvrir, il y a un mauvais timing. Donc le Nigeria essaie d'acheter du temps. C'est pour cela qu'ils ont parlé de retrait temporaire, et ils insistent là-dessus. Parce qu'ils savent qu'il y a des coûts réputationnels énormes de ne pas participer à ce grand rendez-vous de la construction africaine qu'est la ZLEC. Mais en même temps, il y a des contraintes intérieures de protection de certaines industries, et ils savent aussi, sur un autre plan, que l'Afrique n'est pas encore, même si par exemple la ZLEC a des mécanismes de recours commerciaux qu'on connaît et qu'on retrouve presque dans tous les traités de commerce, le problème c'est que la mise en application de ces mécanismes de recours commerciaux-là est déficiente parce que l'Afrique n'est pas encore prête. Donc, accepter la ZLEC, c'est accepter quoi? C'est accepter par exemple que des produits d'abord importés dans un premier temps dans un pays africain viennent assaillir le marché nigérian, donc dans une logique de dumping déguisé. Et c'est pour cela que le Nigeria est contre justement, pour l'instant, l'adoption de cette ZLEC et essaie d'acheter du temps. Et je montre aussi cependant comment cette réticence sur les dossiers commerciaux et économiques et monétaires, le Nigeria essaie de le compenser par un rôle plus important sur les aspects de transition démocratique. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple de la Gambie, où effectivement, malgré le fait qu'effectivement le Sénégal a joué un rôle qu'on a pu voir, en réalité, c'est le Nigeria qui était derrière, qui a beaucoup œuvré avec un balai diplomatique intense, avec aussi l'intervention de son armée. Les chasseurs nigérians ont survolé le palais de Yahya Jammeh, de telle sorte que lors de la dernière visite de Buhari en Gambie, Yahya Jammeh lui disait « Mr. President, please don't invade my country ». Monsieur le Président, s'il vous plaît, n'envahissez pas mon pays. Donc ça veut dire que le Nigeria, avec l'action du Sénégal au Conseil de sécurité, l'action de la CEDEAO, tous ces gens-là ont pu poser une menace crédible qui a fait que Yahya Jammeh est finalement parti. Buhari a essayé aussi de reprendre ce rôle dans la crise au Togo, avec moins de succès. Mais l'idée, c'est juste de montrer qu'aujourd'hui, nous avons un Nigeria qui se déploie plus sur les questions politiques et de démocratisation parce que ça va plus avec son agenda et ça engendre moins de coûts que sur les questions commerciales et monétaires parce que ça a un coût extraordinaire sur sa politique de diversification économique. Donc voilà en réalité ce dont le livre parle avec certains détails. Et puis, donc, comme je disais à la fin, il y a ce chapitre théorique-là qui me paraît important, qui demande aux Africains d'ouvrir les yeux sur la qualité des leaders qu'ils élisent, parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, les institutions ne vont pas les arrêter, mais ce sont leur orientation interne, leur code de valeur, leur éthique qui va se poser en structure de contrainte plus que les institutions formelles. Donc, voilà. Merci Aliou. Donc nous allons ouvrir la série de questions. Donc je vais peut-être faire une liste de questions, prendre une première série de questions et puis... Voici un chapitre là sur la liste. Oui. Ouais, ceux qui veulent passer en premier, ceux qui veulent poser pour la première série de questions, je prendrai Boss, hein? C'est ça?
Non, j'allais te donner des Qui d'autre? Ici, Doudou. Ok, est-ce que tu as un micro? Leïti. Est-ce que tu as un micro bâton? Non. Non. Ok. Cette personne va venir. Ok. Une autre personne pour la. Est-ce que tu as marqué Leïti Fari? Leïti, oui. Ouais. Et puis Morba. Morba, oui. Donc on peut peut-être s'en limiter aux 4 dans un premier temps. Peut-être les autres vont s'inspirer après. Bass est là. Bass va poser une question. Okay. Bonjour tout le monde, mon nom est Malik. Je suis en même temps un ami à Lyoun, un voisin aussi à Lyoun. Je pense que maintenant je pourrais indiquer à mes partenaires de soccer quelles étaient les raisons pour lesquelles voilà, Ali était un peu absent. Donc moi je vais intervenir sur 2 angles. Donc le premier angle sera sur le point économique, sur l'angle déjà de l'économie, le côté aussi sera sur l'angle géopolitique. Déjà sur l'angle géopolitique, moi ce qui m'étonne un petit peu du Nigeria, peut-être là tu en as parlé un petit peu avec le problème de la Gambie, mais c'est plutôt déjà que le Nigeria, moi je le sens comme étant un ami qui soit un peu proche et éloigné en même temps par rapport au Sénégal. Parce que ce que je vois, surtout avec le conflit malien, moi ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on est une puissance militaire, parce que le Nigeria aussi, comme un budget pratiquement qui soit comparable à des budgets en termes de défense, qui soit comparable à des budgets qu'on peut trouver dans les pays européens, mais c'est son absence que je vois au niveau du conflit malien. Pourquoi, à côté de la France avec l'opération Serval, ou même Barkhane aussi, qui on peut toujours en discuter par rapport déjà aux résultats, pourquoi le Nigeria est aussi absent? Voilà. Et donc, l'autre problème aussi, c'est sur l'angle économique. Je sens aussi une certaine absence déjà du Nigeria, parce que aussi, c'est la CEDEAO, bien qu'on ne partage pas la même monnaie, je pense que le Nigeria est resté avec sa propre monnaie là. Mais c'est l'absence même déjà des investissements nigérians au niveau de la zone nord-ouest africaine. Pourquoi les Nigériens sont aussi absents au niveau des investissements? Voilà. Maintenant, je peux comprendre maintenant au niveau du marché intérieur, au niveau des défis commerciaux, que le Nigeria soit dans l'optique de protéger son industrie qui est nouvelle. Et d'ailleurs même, je pense que c'est lui qui fait un petit peu échec à la signature de l'APE, parce qu'apparemment, il n'y a que le Nigeria qui bloque ça, sinon ce serait passé depuis très longtemps. Mais aussi, voilà, donc c'est pourquoi le Nigeria est aussi absent sur ces 2 angles-là. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci Malik. Alors, la parole est à Doudou Gaye. Merci, mon nom c'est Doudou Gaye. Tout d'abord, à l'une toutes mes félicitations, parce que je pense qu'écrire un livre, ça doit être prenant comme défi. Le premier commentaire que j'avais avec une question, c'est que bon, tu es parti de l'Inde. Je pense qu'il y a 2 personnes qui en avaient parlé tout à l'heure. Ensuite, Nigeria, on s'imagine que le prochain atterrissage sera au Sénégal. Il n'y aura pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et le deuxième point que j'avais en fait, c'était de te demander, est-ce qu'il y a au minimum 3 leçons que le Sénégal peut, sur lesquelles on peut s'inspirer au Sénégal pour pouvoir faire avancer les choses chez nous aussi. D'accord, ouais. Merci. Alors, Leïti Fari. Merci de prendre le temps de nous décentrer effectivement du Sénégal, parler du Nigeria et tout. Je pense que c'est un bon regard panafricain que de dire que ce qui se passe autour nous touche. Merci Boumalo, Khadim, toutes ces dames qui faisaient l'espace et de me créer. Ma question rejoint un peu celle de monsieur tout à l'heure, je n'ai pas été en fait. Doudou, ok, voilà. C'est juste, tu termines l'intervention en disant attention à qui on élit parce que les institutions ne vont pas les arrêter. J'entends ça, j'entends que les institutions ne sont pas fortes. Donc, au Sénégal, si on revient dans une perspective un peu plus nombriste, on est en période d'élection. Qu'est-ce qu'on apprend de ça?
concrètement? Parce que c'est quoi l'état de nos institutions? Je sais que c'est une thèse de doctorat quasiment. Merci Leïti. La parole est à Morba. Merci à tout le monde et surtout félicitations à mon président. Moi, je vous suis et quand il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à voir votre fascination pour le président Buhari. Je m'inscrivais dans une perspective comparative avec notre pays d'origine. Et je m'amusais à dire que an opponent of Senegalese president and a lover of Nigeria's president. Tu me diras si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est pas parce que tu es un opposant de ton pays, de ton président, que ça a été facile pour toi d'être fasciné par Buhari et qui, à chaque fois, en tout cas sur Facebook, quand je te suis, je vois toujours des flèches à l'un et des fleurs pour l'autre. Donc j'espère que c'est pas ça qui va colorer le début. Il faut nous en éclairer. Deuxièmement, vous avez parlé de leadership. Vous avez parlé d'institutionnalisation, de l'informel, par exemple, qui caractérise notre pays. Dans un contexte où l'informel n'est pas seulement un constat, c'est notre culture, nous. Parce que moi, quand j'ai réfléchi, je pense que là, d'une fois, on en a discuté longuement au téléphone. L'informel, c'est notre culture. Nous avons la culture de l'informel. Le formel, avec le système démocratique et économique, tout ça, c'est venu derrière après. Ça a été importé. Mais nous, là, ce qu'on connaît comme institution, c'est vraiment l'informel. C'est ça notre culture. Et j'ai réfléchi longuement là-dessus pour dire qu'on ne change pas de culture du jour au lendemain. Ça peut être un projet, ça peut être un travail. Vous comprenez? Donc, si vous parlez de leadership, je me demande, certes, je suis d'accord avec vous sur le diagnostic et sur la solution, mais concrètement, comment on va en arriver là? Parce que si c'est le gouvernement de 5 ans en gouvernement de 5 ans qui se contredisent, si ce n'est pas un projet de société, si ce n'est pas un travail culturel, et que tout le monde, toute société, que ce soit la société nigériane ou sénégalaise ou africaine de manière générale, sache que ça c'est un travail, un projet de longue haleine. Je me demande comment ce leadership-là, nous, on va l'appliquer. Je vais vous donner un exemple. Parce que quand vous parlez tout à l'heure, là, j'ai réfléchi, je me disais, mais les leaders qu'on a, supposons que c'est Buhari qu'il nous faut au Sénégal. Mais ce Buhari-là doit être un projet du Sénégal. C'est-à-dire que c'est ce pays-là qui cultive cette personnalité et dans 20 ans, ils vont le livrer sur le marché. Vous comprenez? Mais si Buhari est le produit de lui-même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, un self-made man qui s'est fait quelque part, qui est venu s'imposer au pays, est-ce que c'est la manière d'amener, de chercher les leaders, de les former, comme par exemple vous semblez le proposer? Donc je ne veux pas être long, je pense que le reste ça va venir avec la lecture du livre. Merci beaucoup. Alors, ok. Peut-être la deuxième série. Parce que sinon on va... Alors, juste avant de donner la parole à Aline, juste préciser que Morba, en commençant, a appelé Aline mon président. Mais il n'a pas dit pourquoi il l'a appelé mon président. Oui, on va savoir. Les deux ont vécu à Genève, et à Genève, à un moment donné, Aline était le président de l'association des Sénégalais et Morba était le secrétaire général de l'association. Donc, c'est le secrétaire général qui pose la question à l'ancien président. Voilà. Et vous avez la culture, c'est lui qui avait la culture. Voilà. Alors, je donne la parole à Aline. Merci Khadim pour ce rappel des très beaux moments qu'on a vécu à Genève et que chaque fois moi on me rappelle. Et ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer d'aller vite là pour que justement le deuxième batch ait la possibilité de répondre à l'invité.
de poser leurs questions. Je constate effectivement qu'il y a une volonté de me recentrer vers le Sénégal à travers toutes vos questions, même si mon projet éditorial était justement de m'en libérer un peu. Je ferai un peu de psychologie tout à l'heure là pour vous dire pourquoi, surtout lorsque Mor me dit des flèches pour votre président et des fleurs pour l'autre. J'adore cette formule. C'est vraiment très bien trouvé. Alors, pour commencer avec Malik, hein, donc ouais, la famille de Vaudreuil, hein, encore une fois, merci à Khadi, à Awa pour tous les efforts là que vous avez fait ces derniers jours. Merci pour tout. Et puis merci pour cette belle amitié hein, qui nous lie. Que Dieu la préserve. Alors, oui, effectivement, le Nigeria est un ami proche et lointain. Ça, je pense que vous avez fait un excellent constat. Et j'ai un auteur ivoirien, je ne me souviens plus du nom, qui disait qu'en fait, ce qui est bizarre avec la colonisation, c'est qu'à la fois, il y a une dialectique de la colonisation parce qu'il y a à la fois un processus qui intègre et qui désintègre. Il intègre en ce sens qu'il met ensemble des pays qui ont partagé l'histoire de la colonisation, mais il désintègre en ce sens qu'il donne des relations distantes entre des pays qui autrement étaient proches. Si je prends le cas du Nigeria, si on prend deux personnalités connues au Sénégal, à savoir Cheikh al-Islam Ibrahima Niass. Aujourd'hui, Cheikh Ibrahima Niass est celui qui a le plus de disciples au Nigeria. Et je me souviens d'ailleurs, il y a quelques mois, quand le khalife général de cette famille a fait une visite, il a été reçu dans la salle du conseil des ministres et il était assis sur la place où Bourari s'assoit. Donc pour vous montrer comment les relations étaient proches à l'époque, pendant la période coloniale, mais on voit maintenant la distance qu'il y a. Si je prends l'exemple de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, la même chose. Lorsqu'il a fait son pèlerinage à la Mecque, il est passé par le Nigeria, il a d'ailleurs pris comme épouse une des filles de, comment dirais-je, de Mohamed Bello, de Ousmane Danfodio, excusez-moi. Ousmane Danfodio qui lui-même a islamisé tout le nord Nigeria et qui est en fait sénégalais parce que son nom, d'après certains, c'est Ousmane Dem. Okay? Vous voyez, je pense que Khadim pourra, notre historien ici pourra. Donc vous voyez, il y a ce processus d'intégration et de désintégration parce que la colonisation, elle rend distante des rapports qui étaient proches, mais en même temps, elle peut aussi rendre proche des rapports qui étaient distants. Aujourd'hui, on est plus proche avec le Bénin, par exemple, ou bien avec certains pays, parce que tout simplement, c'est la colonisation, alors que peut-être dans l'époque précoloniale, on n'était pas si proche que ça. Vous voyez? Et c'est ça qui joue cet effet-là de distance d'amis proches et lointains. On sent qu'aujourd'hui, le Nigeria n'est pas très présent dans l'Afrique francophone. Okay? Le Nigeria ne prend pas ses responsabilités dans l'Afrique francophone, et ça peut s'expliquer pour beaucoup de raisons. Hein. Pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que le Nigeria, quelquefois, ne veut pas trop heurter la France, parce qu'ils ont des relations économiques très poussées. Et que lorsque le Nigeria essayait de s'attaquer à la France, on sait tous la capacité de destruction qu'a la France en Afrique, la guerre du Biafra. Moi, j'ai un article, et d'ailleurs, c'est peut-être dans un livre qui va sortir, mais la France était l'acteur essentiel de la guerre du Biafra. Tout simplement parce que le Nigeria a protesté contre les essais nucléaires que la France a fait justement au Niger, juste après l'indépendance du Nigeria. Ouais. Donc, il y a un peu l'effet français qui fait que le Nigeria ne veut pas trop s'aventurer et ça permet de répondre à la question malienne. La question malienne, même l'ONU ne se déploie pas carrément au Mali parce que c'est la France qui gère les choses. C'est la France d'ailleurs, et on le dit de manière très directe, hein, moi j'ai pas peur, la France fait tout pour que l'ONU paraisse mal, pour que la CEDEAO paraisse mal, pour que les autres pays africains paraissent mal et qu'elle paraisse bien. Alors qu'on sait tous que derrière le problème malien, il y a France. Si vous lisez Eva Vidrokovic, je sais pas, elle vous dit que le projet de Gaulle, c'était comme les Américains ont le projet du Grand Moyen-Orient, De Gaulle avait le projet du Grand Sahara. Et que pour lui, les peuples Touareg et autres devraient être les alliés de la France, il fallait les mettre en haut. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent aujourd'hui. Donc ça, c'est un des principaux éléments du monde. Donc le Nigeria est absent pour toutes ces raisons-là. On essaie de contourner un peu la France, distant parce que tout simplement, on n'a pas l'histoire coloniale, donc la colonisation nous a un peu. Et puis d'autre part aussi que lorsqu'elle s'est attaquée à la France, ça lui a quand même coûté une guerre civile. Et je vous dis, vous lisez ce que la France a fait pendant la guerre du Biafra, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça permet d'ailleurs de répondre à la question de Doudou Gaye. Pourquoi l'Inde et après le Nigeria? Vous savez, la réponse va être surprenante. C'est la France. Quand je poursuis l'Inde, quand je poursuis le Nigeria, ce que je poursuis, c'est la France en fait. Non, c'est vrai. Parce que, à mon avis, et ça il faudrait qu'on mette l'accent là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a une logique
d'instabilité hégémonique que la France a pu mettre en Afrique occidentale, partout. Et que moi, en fait, ma démarche intellectuelle, c'est de voir comment on peut sécuriser des alliances par l'extérieur, donc l'Inde, mais comment aussi on peut produire des hégémonies par l'intérieur, le Nigeria. Donc voilà, c'est un peu, c'est vrai que je me révèle là, et demain si je pars en France, si je passe par la France, il va falloir que je fasse attention. Mais écoutez, il faut qu'on prenne le courage, okay, d'assumer certaines choses. Moi je vous le dis, l'Afrique a un problème français. L'Afrique a un problème français. Et ce problème, il faut qu'on l'attaque. Okay? Il faut qu'on l'attaque. Parce qu'il y a une logique d'instabilité hégémonique. Souvent, en relations internationales, on parle de stabilité hégémonique, parce que lorsqu'il y a une puissance hégémonique, son rôle, c'est plus souvent de jouer l'hégémonie. On a pu voir ça avec les États-Unis. Hégémonie, stabilité du système financier international. Okay? Mais dans le cadre de l'Afrique, c'est le contraire. La France, elle a une puissance hégémonique, mais elle met surtout ça au service de l'instabilité pour pouvoir encore garder plus l'arme sécuritaire qui fait que on peut commercer avec les autres, on peut commercer avec la Chine, on peut commercer avec tout le monde, mais on ne va pas les échapper parce qu'ils nous tiennent par là où il ne faut pas aller. Donc c'est la réponse à Malik, mais en même temps en faisant un petit clin d'œil à Doudou qui me demandait pourquoi le Nigeria est l'Inde, donc la France. L'absence d'investissement aussi, Malik, c'est la même chose. Hein. Mais je pense que quand même les choses ont en train de changer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un capitalisme nigérien. Moi, ce que j'appelle le nouveau capitalisme nigérien, avec des gens comme Aliko Dangote, avec Tony Olumelu et autres. Et ça fait partie d'ailleurs de ce nouveau Nigeria qui est en train d'émerger, hein, où on voit par exemple de grands hommes d'affaires qui vont investir. Aujourd'hui, Aliko Dangote, c'est l'un des hommes d'affaires qui est présent, qui est le plus présent un peu partout en Afrique. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il met son capitalisme au service du nationalisme nigérien. Aujourd'hui, le Nigeria a un problème de raffiner son pétrole. Aliko Dangote va ouvrir en 2019, cette année, la plus grande raffinerie pétrolière au monde. Ça va être 600 000 barils par jour que le Nigeria va raffiner. Vous vous imaginez comment ça va être un game changer, comment ça va complètement changer l'économie nigériane et peut-être même avoir des effets sur l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Alors, 3 leçons d'Uruguay, du Nigeria pour le Sénégal. Écoutez, moi je vais le dire hein, de manière assez franche et ouverte, et puis peut-être on donnera l'occasion à mon ami Zakaria devant moi ici. C'est ce qui est bien aussi dans le choc des idées. Hein. Pour moi, en fait, et je le dis, je vois tous les jours se déployer devant mes yeux comment le leadership est important. C'est comme un exercice comparatif que je fais tous les jours entre ce que Macky fait et ce que Buhari fait. Okay? D'un certain point de vue, je vois un leader qui affiche un certain nationalisme, une volonté de protéger le Nigeria, de protéger son économie, de faire avancer les intérêts du Nigeria. Okay? Donc, qui peut même aller jusqu'à certaines mesures, comme je parlais tout à l'heure des restrictions sur la politique monétaire pour, éviter les importations et autres. Mais d'un autre point de vue, dans le cas sénégalais, ce que je vois, c'est effectivement une présence très forte de la défense des intérêts étrangers par l'État. Et ça, c'est un élément fondamental. Moi, je pense que s'il y a aujourd'hui un narratif qui milite contre le président sénégalais actuel, c'est ça, c'est le fait que les gens ont la perception que les intérêts étrangers prennent le dessus sur les intérêts nationaux. Et ça, c'est un élément, parce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est dans un contexte qui est extrêmement favorable pour l'Afrique. Les investissements, les chantiers là que le président a réalisés, mais on peut en réaliser 10 000 fois plus. Parce que vous savez pourquoi? C'est que et d'ailleurs, cette idée, je me demande pourquoi d'ailleurs le président ne l'a pas su, parce que c'est Moutagassi qui est venu ici, qui l'a dit pour la première fois, qui a dit que la Chine est actuellement dans une logique d'exporter son main-d'œuvre. Et que donc, elle va exporter des projets clés en main en Afrique, mais c'est à nous, Africains, de voir comment on peut y défendre nos intérêts. Donc, le knowledge est là, la connaissance est là. Je me souviens de cette très belle et pertinente intervention de Moutagassi. Mais c'est la même chose pour la Turquie et autres. Donc, tous ces États-là, aujourd'hui, sont dans une logique d'exporter de la main-d'œuvre en Afrique, d'une part, mais d'autre part aussi, on sait que les taux de rendement sur les capitaux en Afrique sont extrêmement importants par rapport à ce qui se trouve aujourd'hui dans le monde occidental. Le Canada vous vend des obligations, c'est à peine si vous avez un 0,75%. Vous prêtez à l'Afrique, vous leur imposez des conditions de 4, 5, 6%, et il n'y a aucun problème. Avec aussi je donne l'exemple du centre Abdou Diouf, où effectivement les Turcs ont senti qu'il y avait une opportunité. Ils l'ont réalisé en 11 mois, hein, de la conception à la fin du projet. C'est allé très très vite, mais de l'autre côté aussi, les conditions n'étaient pas si bonnes que ça. On n'a même pas eu 3 années de période de grâce.
Okay? Le taux d'intérêt était de 3% et plus, vous voyez. Donc pour moi, c'est cet aspect-là. Et une première leçon, c'est vraiment de défendre les intérêts économiques. Et Zakaria, comme je dis, on est en démocratie. Je vous laisserai aussi répondre, okay, de manière assez franche et ouverte. La deuxième leçon, à mon avis, c'est la lutte contre la corruption. Je peux vous donner un exemple. J'en ai parlé tout à l'heure. Ibrahim Magou, c'est le chef de Economic Financial Commissions. Okay? Donc l'IFCC, c'est un peu une sorte de CREI du Nigeria. Ibrahim Magou a été nommé par Buhari, mais dans le système nigérian, cette nomination devait être confirmée par le Sénat. Et comme au Sénat, il y a les plus grands détourneurs de fonds, okay? Et il savait que, parce qu'Ibrahim Magou, il a fait passer presque de 75% le nombre de dossiers traités par l'IFCC. Donc ce que les sénateurs ont fait, ils ont bloqué son nomination, arguant que le gars n'était pas clean, tout ça. Ce que Buhari a fait, il a dit, ok, vous refusez son nomination, mais rien ne m'empêche de le laisser intérimaire à ce poste-là. Donc je le laisse intérimaire et je le laisse travailler. Et depuis lors, Ibrahim Magou, c'est la terreur au Nigeria. Il continue à faire ce qu'il fait. Donc je mets souvent ce parallèle entre Ibrahim Magou à l'IFCC et Nafingom Keïta à l'OFNAC. Ibrahim Magou, le président, a agi, a profité des éléments du système pour le mettre en avant, alors que dans le cas de Nafingom Keïta, on a tous vu comment c'est plutôt le contraire qui s'est. Donc voilà deux leçons que je donne, et puis on pourra peut-être en dire plus tard, en disant aussi à tous ceux qui sont contre, vous pouvez, parce que c'est la démocratie, vous pourrez réagir. Alors Lady a parlé d'institutions fortes, et je pense que la question, je ne l'ai pas très bien notée, c'est comment les institutions fortes peuvent être mesurées, c'est ça? Non, en fait c'était par rapport aux apprentissages en fait. Ouais. On est en période d'élection. Qu'est-ce qu'on apprend nous? Ouais. Parce que je disais un truc qui ça va de soi, de faire attention à qui on est. Ouais. Mais au-delà de ça, puisqu'on ne les connaît pas, ces gens-là, de toute façon, on sait que ce qu'ils nous disent. Ouais. Mais quel est l'état de nos institutions en fait? Comment nous on peut se protéger au-delà de l'image qu'ils projettent? Ouais, non, je vois. Et c'est là toute la difficulté. Hein. C'est là toute la difficulté de la question. C'est que comment on peut faire confiance à quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui va faire ce qu'il veut. Donc nous, on est un peu dans ce que les Anglais appellent un catch-22. Parce qu'on a un problème, mais la solution à notre problème, c'est lié aussi à un autre problème. Ok? Comment faire? Je ne sais pas. En tout cas, en étudiant bien le parcours des hommes politiques, en étudiant un peu, parce que ce que, comme on dit en Wolof, étudions les parcours et puis essayons de voir. Parce que pour moi, c'est important. Mais l'accent que je mets sur cette institution informelle, parce que vous savez, les institutions, nous, quand on les voit dans un sens organisationnel. Pour nous, une institution, c'est le président de la République, c'est l'Assemblée. Non. Les institutions, ce sont des règles. Okay? Et elles peuvent être formelles, donc des règles écrites. Elles peuvent être informelles, des règles non écrites. Mais ce qui est important, c'est leur capacité de façonner le jeu des acteurs et de se poser en structure d'opportunité ou de contrainte. Et malheureusement, en Afrique, les institutions informelles, donc les règles qui sont non écrites, sont beaucoup plus contraignantes que les institutions formelles. Et une de ces institutions-là, pour moi, c'est la personnalisation du pouvoir. Parce que c'est une règle, c'est lié à notre culture, c'est une entente. Quand vous élisez quelqu'un, le pouvoir lui appartient. Donc, les institutions formelles qui sont imaginées comme des contraintes, pour qu'ils n'aillent pas vers une personnalisation du pouvoir, vers le néo-patrimonial, vers l'autoritarisme, ces institutions-là ne vont pas fonctionner. En tout cas, s'ils fonctionnent, ça ne va pas être facile. Et là où on constate des évolutions importantes en Afrique, hein, c'est souvent des pays où il y a un leadership qui est fort, où une personne porte lui-même. Je ne veux pas citer le cas de Kagame. Je sais que c'est un autoritaire, c'est tout ça, mais on sait tous qu'on n'a jamais parlé d'un cas de corruption au Rwanda. On sait que la famille présidentielle ne s'enrichit pas. On sait qu'il y a une bonne gestion économique, même si sur le plan démocratique, il y a beaucoup de choses à dire. Même si sur le plan de son rôle dans les conflits de la sous-région, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, essayons de voir. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est juste qu'on ne continue pas dans ce que j'appelle dans le livre ce fétichisme des institutions formelles. Et je le vois tout le temps, parce que ce qui se passe, c'est que l'agenda des institutions formelles, c'est porté par la société civile, c'est porté par les Occidentaux, qui mettent beaucoup d'argent, qui vont vous dire organiser des séminaires, imaginer des institutions, on va créer le haut conseil de ceci, de cela, alors qu'on n'est pas là où c'est vraiment pertinent. Là où c'est vraiment pertinent, c'est dans quelle mesure ces institutions peuvent contraindre
Parce que dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est ça. Les institutions qu'on crée dans le cadre de la lutte, c'est contraindre ceux qui ont le pouvoir pour ne pas utiliser l'argent à leur propre compte. Les institutions démocratiques, c'est contraindre ceux qui sont au pouvoir à ne pas fausser les règles du jeu. Et sur ce plan, on est vraiment mal parti. Et puis, ouais, ça répond aussi à la question de Morba. Okay? Ce leadership-là, il émane de nous, effectivement. Moi, je pense qu'on a tous, parce que dans tous les pays africains, on a effectivement un bon encadrage sur le plan culturel. Le discours est là, qui met l'accent sur les valeurs, sur la morale, sur l'éthique. Mais malheureusement, la pratique n'est pas si reluisante que ça. Donc, ouais, c'est sûr que Buhari, c'est un homme de son temps aussi. Parce que c'est quand même, il a quand même 77 ans, 79 ans. C'est un homme qui est né à Katsina, donc dans le nord du Nigeria, dans un contexte de rigueur, d'éducation islamique, de rigueur et tout ça. Et on le voit d'ailleurs, comment il a du mal à se projeter dans le discours du monde moderne. Lorsqu'il disait par exemple à sa femme que ta place dans ma maison, c'est dans la cuisine et dans la chambre. Tu ne vas pas entrer dans mes affaires. Vous voyez? Ça, un leader, aujourd'hui, il le dit, c'est fini pour lui. Mais bon, lui, c'est un homme de son temps. Et en même temps, toutes les personnes de cette génération-là qui sont en train de disparaître, hein, donc c'est quand même des personnes d'un Nigeria qui est beaucoup moins flamboyant, d'un Nigeria qui est beaucoup plus austère et qui est beaucoup plus orthodoxe. Je pense que Murtala Mohamed, qui a été président et qui a été tué et qui a été remplacé justement sous l'ère militaire par Olusegun Obasanjo, était de ce genre de personnes-là. Yakubu Gowon, qui a sauvé le Nigeria de la guerre civile, et dont l'un des fils porte le nom de Baye Niasse, bien qu'il ne soit pas musulman, okay, et lui aussi de cette trempe-là. Donc, voilà. Alors, merci Alioune. Donc, on va prendre la deuxième série de questions. Alors, donc, avant de l'ouvrir, je ne sais pas si vous avez remarqué que Alioune porte le même bonnet que Buhari. C'est vraiment une manière de se fondre dans la personnalité du président. Donc je vais prendre Bass. Il y a Cher Sen là. Oui, Cher Sen d'abord en premier. On va prendre, voilà, c'est 5 personnes. 5 personnes, et puis on pourra ouvrir plus tard, d'accord? On va aller comme ça, donc je vais donner la parole à Cher Sen. Merci Alioune pour la vulgarisation. Ça permet quand même, déjà comme moi, d'en savoir plus pour l'Afrique. J'avais une question sur la partie théorique où tu parles de l'ethnie compensatoire. Comment ça se matérialise? Peut-être que c'est dans le livre, je ne l'ai pas encore lu. Comment ça se matérialise dans une démocratie, une question comme ça, une compensation? Est-ce que aussi on pourrait le considérer comme un avantage si on sait qu'en Afrique il y a une certaine, le plus grand danger c'est l'ethnicisation du pouvoir? Est-ce un rempart, un avantage contre cet aspect-là? Merci cher. Bassan. Salam alaikum. Félicitations à nous pour l'ouvrage. Merci. Moi j'avais 2 questions. Parce que depuis que le président Macky Sall est arrivé au Sénégal, les gens souvent se plaignent, puis il y a même beaucoup de gens disent que depuis de Macky, en voulant dire que ça ne va pas chez nous, quoi, que les gens souffrent, puis que l'argent ne circule pas. Puis que... Donc, sur le terrain, on voit que les gens se plaignent. Et moi, je voulais savoir, est-ce que dans ton projet, as-tu fait le voyage pour aller sur le terrain, pour parler aux Nigérians, pour voir quel est l'impact de l'arrivée de Buhari sur le terrain? Tout à fait. Ça, c'est une question. J'aimerais aussi savoir, sur le plan militaire, avec le problème de Boko Haram, les filles qui ont été enlevées, il y en avait 200 je pense. Qu'est-ce que Buhari a fait? Est-ce que ces filles-là sont revenues au complet? Où est-ce qu'on est ces... Tout à fait. Merci. Alors, merci Bassam. Alors c'est Asmalik.
crois avoir une voix assez forte pour faire entendre sans me déplacer. Donc, merci beaucoup Aline pour cette présentation. En fait, j'ai compris que vous avez mis l'accent sur le leadership de Buhari, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur la citoyenneté, sur la question de la citoyenneté. Parce que ça me semble quand même assez important, parce que Joseph de Maistre qui disait qu'un gouvernement a le gouvernement, une nation a le gouvernement qu'il mérite. Au Sénégal, ce que l'on voit pratiquement, justement, cette culture de la personnalisation, même de l'institution, dépend de comment est-ce que les citoyens voient le leader. Je me souviens encore du cas Karim Wade, parce que voilà quelqu'un qui était venu au Sénégal, qui n'avait aucune ambition, et les Sénégalais l'ont justement poussé jusqu'au devant de la scène, jusqu'à avoir ces ambitions-là. Et en Wolof, on dit donc moi je pense que nos leaders sont ce qu'ils sont, c'est parce que nous, citoyens, nous acceptons qu'ils soient ce qu'ils veulent être, en fait, finalement. Donc finalement, c'est pas votre lecture par rapport à la citoyenneté nigérienne. Merci à ce. Alors la parole est à Django. C'est Django, Zongo. Oui, Zongo. Ah, Zongo. C'est du Burkina Faso, hein? Ah non, de la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Parce que le Nord a à voir avec les pays. Ah, ok, c'est bon. C'est le même pays. On n'est pas l'africanisme. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez prendre le micro? Non, non, c'est correct. Je voulais intervenir un peu pour remercier l'écrivain et à la fois peut-être passer par votre canal pour que vous nous donnez la possibilité ou bien demander à certains Africains d'écrire sur quelque chose que je vais vous dire. Parce que vous avez piqué du doigt effectivement le problème de la France en Afrique. Ça, nul n'ignore. Nous avons eu la chance de connaître depuis une dizaine d'années le problème de notre monnaie, du CFA. Ça, je pense que généralement, même les enfants de 8 ans savent maintenant c'est quoi le CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir des économistes, je vous invite à faire ça un grand succès, des économistes pour sortir et débattre avec la France depuis 1960 ce que la France doit au pays africain en prélevant les 50%. Au moins qu'ils fassent de ça une doctorat. Comme le CFA. Parce qu'en se plantant devant la France, le CFA aujourd'hui, les Français ne peuvent même plus discuter avec les Africains. Ça c'est clair. Maintenant, combien ils nous doivent? Très bonne question. Donc, je vais passer la parole à Zakaria. Puis je prendrai. Ok. Je vais. Oui, je vais prendre le micro parce que. Zakaria, tu veux. Zach, 5 minutes. D'abord, c'est féliciter encore une fois Aliou Ndiaye qui a fait une excellente réflexion autour de l'économie, de la situation nigériane. Je voudrais, avant de poser ma question, répondre à notre concitoyen qui disait qu'au Sénégal, on dit que Dekebi de feu Maki. Ce que je ne comprends pas, très sincèrement, je pense que c'est de l'humour. De l'humour peut-être certainement mal placé, parce que depuis l'avènement de la deuxième alternance, au Sénégal, tous les salaires sont payés, même en avance. Les retraites ont été réévaluées jusqu'à ce qu'on a placé le retraite à un strict minimum de presque 35 000, alors qu'il y avait des retraites au Sénégal qui étaient de 10 000 à 15 000 francs par mois. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'au Sénégal, nous n'avons pas de problème de disponibilité ou bien de problème de salaire ou de consommation. Donc ça, c'est un slogan, certainement, parce qu'il y avait l'argent facile qui circulait. Cet argent facile ne circule plus. Peut-être l'argent de la drogue, parce que depuis que le président Macky Sall est là, il faudrait lui reconnaître cela. On ne parle plus de détournement de fonds publics. Très sincèrement. Non, mais c'est vrai, parce que si vous voulez, on pourrait certainement entrer dans le sujet. Parce que parler de détournement dans un état sérieux, au minimum, le minimum requis, c'est de sortir la moindre des preuves et le mettre sur la table. Et que si la personne qui est là pour accuser en longueur d'année sur tous les plateaux de télévision, sans pour autant être en mesure d'apporter la moindre preuve, et malgré les preuves d'un journaliste d'investigation, on n'a pas eu de réponse que des insultes,
Je suis désolé. Si vous pensez que c'est ça qui fait avancer le débat politique, je pense qu'on n'est pas encore arrivé. Pour le livre, j'ai vu tantôt, j'ai un peu parcouru le livre, et je peux vous dire que ça m'étonne un peu pourquoi, en 2016, l'économie nigériane a vraiment chuté. Si vous pouvez nous expliquer un peu cela, donc je serai preneur. Mais également, vous posez la question à savoir comment on peut mettre en place un développement économique, social, alors qu'il n'y a pas de sécurité dans un pays. Donc l'aspect sécuritaire, je pense que c'est très préoccupant pour nous. Et troisièmement, c'est vous parlez du pétrole. On sait que le Nigeria est un pays producteur de pétrole. Et pourtant, on dirait qu'il y a même des émeutes de pétrole parce que l'État met des subventions sur le pétrole. Et malgré ça, on a encore beaucoup d'argent injecté par l'État et les populations n'osent pas ressentir cela. Comment vous justifiez ce décalage en espérant que, bon, pour le Sénégal, nous pensons qu'on va apprendre, beaucoup apprendre de ces cas-là, comme le Nigeria, parce qu'on a eu un travail de benchmarking à ce niveau-là pour éviter de tels problèmes. Merci Zakaria. Je pense qu'on va peut-être pas trop entrer dans le thème du Sénégal, ça va peut-être tirer en longueur. On va conclure à ça, parce que c'est pas comme une politique pour être clair. Non, juste peut-être, on peut juste peut-être signaler deux cas. Par exemple, pour le paiement des bourses, il y a un étudiant qui est mort, et tout de suite après... Non, je veux juste, parce qu'on va clôturer là. Un étudiant qui a été mort, parce qu'on demandait des bourses, ça n'a pas été payé. Et c'est après la mort de cet étudiant que les bourses ont été payées. Donc ça, c'était un retard. Pas de réplique. Et puis... Non, je vais juste clôturer parce que je ne veux pas qu'on entre dessus. Pour les malversations, je rappelle qu'il y a quand même quelques dossiers qui ont été déposés par l'IG et par l'OFNA sur la table du président. Lequel? Et le dossier concernant, par exemple, le problème du foncier à Rifisque avec Mamour Diallo, 23 millions avant même les 80. T'es en train de rentrer là-dedans. Non, je vais clôturer. Et puis, alors voilà, maintenant, il y en a beaucoup là. Alors, je vais, pour cette série, pour clôturer cette série de questions, je vais donner la parole à Martha Fall et à Boss Loïc. Non, il y a Boss Loïc, Martha qui a demandé en premier, et ensuite Boss. Ibrahim Assaro, Bakel Nguyen. Ça va? Oui, bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Donc, tout d'abord, féliciter le frère Alioune Ndiaye pour ce beau travail. Il y a quelqu'un qui l'a remarqué, il est passé de l'Inde en Afrique et certainement il atterrira au Sénégal. Donc, cela dit, j'ai entendu qu'il n'y a pas de dossiers qui sont mis sur le coude. On ne va pas faire de politique. Sauf que toutes mes certitudes, hein, je laisse ce point de côté, hein. On ne met rien sur le coude. Toutes mes certitudes, Alioune, tu les as fait tomber. En première année de droit, on m'a appris que par la disposition des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et ça, c'est institutionnel. Mais aujourd'hui, toutes mes certitudes sont tombées quand tu dis que, en fait, il faudrait que la personne ait des valeurs pour que les choses se passent bien. En résumé. Donc là, il faut que tu me remettes dans mes certitudes, sinon là, Donc c'était juste un petit commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci. Alors la parole à Boss Loïc. Tu vas rester là-bas? D'abord, je vais féliciter notre ami Alidia pour son bon travail. Donc je sais à peu près ce que ça coûte pour écrire un livre. La question que je voudrais lui poser est la suivante. Ce qu'il appelle institution informelle et institution formelle. N'est-il pas finalement la conséquence de mimétisme institutionnel ou le legs d'une colonisation qu'on a pu adopter en orienté culturel? Tout à fait. Merci, Boss. Et j'en profite pour dire que la maison d'édition a produit le dernier livre de Boss qui va le présenter bientôt. Donc là, je donne la parole à Alioune pour qu'on aille vite. Ouais, je vais essayer d'aller vite. Là, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Je vais se ramasser. La première question de Cher Sen, la logique ethnocompensatrice, est-ce qu'elle est un avantage ou non? Cher, moi je pense que moi je suis très pragmatique. Je dis qu'on ne peut pas penser le Nigeria sans l'ethnie, même si l'ethnie n'explique pas tout. Cependant, souvent on met l'accent sur les guerres, les heurts intra-interethniques. On ne met pas l'accent sur ce qu'on appelle les mécanismes consociationnels, c'est-à-dire que tous les mécanismes qui font que ceux qui sont majoritaires ne prennent pas tout le pouvoir et qu'ils laissent une partie aux minoritaires. L'exemple que je vais donner, c'est celui-ci. Vous savez, lorsque le président Buhari devait être sur un ticket pour les élections de 2015, il y était avec un Yoruba, Bola Tinubu.
Bola Tinubu devait être son vice-président. Mais la raison pour laquelle il ne l'a pas été, c'est parce que Bola Tinubu est Yoruba, mais aussi il est musulman. Et que même si la constitution ne l'interdit pas, même s'il n'y a rien qui l'interdit, tous les hommes politiques de l'APC se sont dit il n'est pas normal qu'on ait un ticket musulman-musulman, il faut qu'on ait un ticket musulman-chrétien. Et c'est même valable aussi pour l'aspect ethnique. Donc c'est extraordinaire, même dans la constitution, il y a ce qu'on appelle le principe fédéral qui impose les partis à avoir une représentation équitable dans toutes les zones ethniques. Et donc l'ethnie est un fait au Nigeria. L'ethnie peut gérer beaucoup de tensions, mais en même temps aussi l'ethnie est gérée à travers un certain nombre de mécanismes consociationnels qui fait que même s'il y a des heurts, il y a aussi des mécanismes qui vont permettre justement de... Mais le phénomène ethnocompensatrice, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? En tout cas, ce qui est bon, c'est que ça permet une rotation des élites ethniques au Nigeria. Et ça, on le voit. Ça permet aussi à ce qu'une ethnie comme les Aïdjaou de Jonathan, qui ne représente même pas 1% du territoire, puisse produire un président. Okay? Donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis d'ailleurs, quand on le met en rapport avec le Sénégal, je pense qu'il y a une dynamique compensatrice que l'on retrouve souvent en Afrique. Je pense peut-être que c'est lié au fait que l'électorat agit sous un certain angle émotionnel. L'élection du président Macky Sall, par exemple, lors de 2012, s'explique largement par l'ostracisme dont il a été victime de la part d'Abdoulaye Wade. Mais on sait tous que d'un point de vue purement logique et cohérent, on dirait qu'on n'allait pas élire un régime qu'on sanctionne pour 12 ans en mettant en avant celui qui a été élu 8 ans sur ces 12 ans-là. Mais je pense que la logique émotionnelle a prévalu et il y a une sorte de compensation. Mais dans le cas du Nigeria, la compensation n'est pas faite à la personne, elle est faite à l'ethnie. D'accord? Donc il y a un parallèle qu'on peut établir dans ces deux cas-là. Okay? La question de Bass, oui, je pense que là, tu me poses une vraie question d'universitaire, là, ok? C'est la méthodologie en réalité. Est-ce que vous avez confronté votre perception que vous avez tirée dans les textes avec le terrain? Malheureusement, je n'ai pas pu le faire, ok? Et c'est un projet de le faire, mais je pense que aussi, le terrain peut être un bon élément qui te donne la réalité, mais le terrain aussi peut te fausser. Et dans le cadre du Nigeria, je pense que cette distance, ok? Voilà. Je vois Akan qui... Dans le cadre du Nigeria, Bass, dans mes recherches sur le Nigeria, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il y a une forte polarisation qui fait que souvent, pour comprendre le Nigeria, il ne faut pas écouter les Nigérians. Parce qu'ils vont avoir... J'ai une amie qui est Yoruba, quand on discute, la première question que je lui pose, c'est que qu'est-ce que vous pensez de Obafemi Awolowo, qui est le père de l'ethnicisme au Nigeria, qui est le chef de tous les Yoruba. Il me dit, ah, he was excellent, he was the best of all our leaders. Parce que tout simplement, il est Yoruba. Mais quand je lui demande, qu'est-ce que vous pensez de Mohamed Bello, il me dit, non, he was a northerner, you know, he just care about northern interest. Vous voyez? Donc, quelquefois, c'est bien du terrain, mais il faut y aller aussi avec ces précautions-là, parce que le débat est polarisé et souvent les gens vont essayer de vous pousser dans le sens qu'ils veulent. Mais c'est une excellente remarque qui vient d'un ingénieur et que je verrai bien d'un politologue. Alors, la deuxième question, très rapidement, les filles de Chibok, la presque totalité des filles ont été libérées. Et ça, c'est l'un des principaux, j'en parle dans le livre, c'est l'un des principaux acquis du gouvernement. Parce que lorsque le président Boura est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au commandement nigérian, au lieu d'être là à Abuja, dans vos beaux bureaux là, vous allez sur le terrain. Donc tout le commandement militaire était à Maïdougouri, dans l'état du Borno, qui était le fief de Boko Haram. Et qu'est-ce que cela a permis? Donc avec le fait que, bon, Obama n'a pas aidé, hein, je pense qu'on fera aussi un jour ici un procès d'Obama. Obama a bloqué les armements pour dire des questions de droits de l'homme. Lorsque Trump est arrivé, Trump a vraiment facilité les choses. Il lui a permis d'acquérir un certain armement. Le Nigeria était mieux déployé. Et qu'est-ce que le résultat a été? C'est que les filles de le Camp Zero, qui est la base opérationnelle de Boko Haram dans la forêt de Sambisa, a été libérée. Et un fait important, quand vous regardez Black Panther, il y a des séquences du Black Panther qui ont été filmées dans la forêt de Sambisa. Ça, juste, c'est un bilan sécuritaire, parce que lorsqu'une forêt gardée par Boko Haram devient une scène de film, ça veut dire qu'il y a une certaine avancée sur le plan sécuritaire. Et les filles de Dapchi, parce qu'il y a eu un second enlèvement, 116 filles à Dapchi, ces filles-là, les ravisseurs ne les ont même pas gardées en 3 semaines. Dès que c'est arrivé, Boaré a été mis sur le coup et hop, ça a permis donc il y avait une armée mieux déployée, mais il y avait aussi un leadership politique qui était beaucoup plus présent. Okay? Alors,
Asmalik, la question de la citoyenneté. Je pense que grand frère, tu viens de me donner une autre piste, parce que j'ai mis l'accent dans mes solutions sur justement le peuple, qui doit faire attention dans sa manière d'élire, mais je pense que le peuple doit plus exercer aussi sa citoyenneté. Je pense que c'est un coup de main de grand frère là que tu me fais en me disant peut-être tu pourrais explorer telle piste. J'ai bien compris la question. Et la citoyenneté au Nigeria, et je le lis avec ma question sur le fédéralisme social. Je pense que ce qui affaiblit la citoyenneté, c'est cette logique. Et ainsi installe l'État dans une sorte de logique agonistique où effectivement les citoyens s'y désintéressent. Et puisque les réseaux de solidarité se passent simplement dans les réseaux ethniques, donc on va s'affilier à l'ethnie, on va s'identifier à l'ethnie, mais on ne va pas s'identifier à la fédération. Donc c'est là tout le sens du concept de fédéralisme social avec le président Buhari qui met des programmes, et même dans l'intitulé de ces programmes, on voit comment le N, par exemple N-Power, c'est un programme qui va recruter 700 000 volontaires, qui va les placer dans des secteurs comme la santé, tout ça. On dit N, le N c'est le Nigeria, Power c'est le pouvoir. Donc pour transférer ce pouvoir d'identification à l'ethnie, à l'identification à la fédération. Donc je pense qu'il y a de bonnes perspectives sur le plan de l'évolution de la citoyenneté. Ouais. Zakaria Koulibaly, je pense de très bonnes questions. 2016 c'est la pire année. Le Nigeria a connu une récession, donc 2 trimestres de chute du PIB. Ce qu'il explique, c'est une baisse justement des revenus pétroliers, parce qu'il y avait des attaques dans le sud, donc dans la région du Niger Delta. Donc non seulement le prix du baril baisse, mais la production baisse. Donc l'effet, ça a été je l'explique largement dans le livre, je montre quel effet ça a eu sur les revenus du Nigeria. Donc c'est vraiment une année très difficile 2016. Sécurité, effectivement, je pense que la sécurité est liée au développement, et Khadim va nous le dire, ce que Cheikh Ante disait, je pense que c'est la sécurité précède le développement. Et même je parlais justement, il n'y a pas longtemps, à des étudiants que j'ai formés au Sénégal, en leur disant que lorsque vous ouvrez Matlaboul Fawzaini, et vous voyez cette prière que Seigne Touba a fait pour la ville de Touba, qu'il a pris d'ailleurs de prophète Abraham, qu'il faisait pour la Mecque, il disait donc, mon Dieu, faites de ce pays un pays sûr et gratifie sa population de fruits. Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'avant même de pouvoir profiter des bienfaits économiques, il faut avoir de la sécurité. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne porte que tu ouvres. Et pour moi, la sécurité, c'est le ventre bout de l'Afrique. Aujourd'hui, on fait face à une reprise de l'Afrique par l'arme sécuritaire. Les Chinois sont à Djibouti, ils viennent d'avoir une base. Les Américains se déploient. La stratégie africaine, de l'US African Strategy, c'est juste une stratégie pour contrer les Chinois. Okay? Les Allemands sont maintenant au Niger. Le Canada est au Mali. Donc, on est en train de se redéployer en Afrique. Ça, il faut vraiment voir attention. Il faut que les Africains mutualisent leurs efforts pour construire une bonne capacité de sécurité qui va nous permettre d'être indépendants et de protéger nos ressources. Et parlant de ressources, justement, le pétrole, il y a beaucoup de leçons à lire. La subvention, pourquoi elle pose des problèmes? C'est que le Nigeria a de très faibles capacités de raffinage. Parmi tous les pays de l'OPEP, le Nigeria a les plus faibles capacités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole nigérian est exporté brut et réimporté en produits raffinés. Et maintenant, l'exemple que je donnais tout à l'heure, la raffinerie comment ça s'appelle, que Aliko Dangote va ouvrir, a changé les choses. La plus grande raffinerie au monde, 600 000 barils par jour. On va se retrouver avec le Nigeria qui va non seulement inonder le marché, mais aussi surtout les pays africains. Et je pense qu'il y a des leçons. Je pense que c'est le philosophe Nietzsche, en tout cas Harimba Oukomidi, qui appelait l'or l'excrément du diable. Cette expression a été reprise par un autre auteur qui disait que le pétrole c'est l'excrément du diable. Donc il faudra vraiment faire attention pour notre cher Sénégal, parce que comme je le dis, construire la paix quand on se partage des arachides, ce n'est pas la même chose que construire la paix quand on se partage du pétrole. Donc il faudra vraiment faire très attention. Martha, Inde-Afrique, et puis ouais, je pense que j'ai déjà répondu à la question. Inde-Afrique, bon, la prochaine destination, il faudra demander à Araba. Et puis le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Voilà ça. Je pense que la manière même dont tu poses la question pose tout le problème de nos institutions. Notre processus de création institutionnelle, il n'est pas endogène, il est exogène. L'État est importé, l'État est greffé. Lorsque dans les systèmes politiques traditionnels africains, ce n'était pas le pouvoir qui arrêtait le pouvoir, mais c'était l'exemplarité du chef.
Et donc on était dans une logique de personnalisation du pouvoir. On n'a jamais, vous savez, toute la logique de création institutionnelle dans les pays occidentaux repose sur une seule affaire, c'est que le pouvoir, il faut le désincarner, le pouvoir, il faut l'objectiver, le pouvoir, il faut effectivement l'institutionnaliser. Alors que chez nous, en Afrique, la règle, la culture, c'est quoi? Non, 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 le pouvoir ne s'institutionnalise pas. Le pouvoir, c'est pas du... on n'est pas pour l'abstrait institutionnel, on est pour le concret humain. Et cette réalité-là, il faut qu'on l'accepte. On va imaginer les plus belles institutions dans une logique de Montesquieu, dans une logique de tout ça, mais ça n'ira nulle part. Parce que les attentes partagées des acteurs, et c'est ça les institutions informelles, ce sont les attentes partagées. Que ça soit quand le chef du Conseil constitutionnel donne quelque chose à Macky qu'il aurait pu lui refuser. C'est pas juste parce qu'il y a des incitatifs financiers ou autres, mais c'est parce que tout simplement dans sa tête, dans sa représentation du pouvoir, le pouvoir qui est donné à Macky Sall, c'est un pouvoir personnel et personnalisé. Et que donc il ne faut pas qu'on se voile la face. Soyons pragmatiques. Essayons de voir s'il y a des interactions possibles entre cette institutionnalisation du pouvoir que nous cherchons et cette personnalisation qui est une réalité factuelle en Afrique. Ne restons pas dans la logique des Obama et autres qui sont dans des pays où le pouvoir est tellement institutionnalisé que même s'il n'y a pas de chef, le pays va avancer. La Belgique a fonctionné pendant des mois sans gouvernement. Les États-Unis aujourd'hui en shutdown, ça fonctionne. Ces pays-là, les règles informelles ont tellement pénétré le tissu social qu'ils fonctionnent automatiquement. Chez nous, c'est le contraire. Donc soyons concrets. Cherchons à développer un leadership, mais de l'autre côté, avec le conseil que vient de me donner vos grands frères, développons aussi la citoyenneté, pour que aussi les gens aient une nouvelle conception du pouvoir, qui fait que, parce que quand tu dis borom réew, c'est la personnalisation. Et vous savez, en matière de langage, tous ces éléments-là, c'est important parce que ça traduit une certaine représentation que l'on a du pouvoir politique. Donc pour moi, c'est important et ça rejoint la question de Bosnoï, institution informelle, institution formelle, c'est ça. La question a été introduite par certains politologues surtout américains. Moi, j'aime bien les politologues américains parce qu'ils ne sont pas dans la logique du droit. Ils sont dans la logique de la réalité politique du terrain. Okay? D'accord? C'est pour ça que les Français vont vous parler de droit constitutionnel, mais les Américains vont vous dire non, this is political science. Okay? Nous, ce n'est pas le droit. On va étudier les réalités sociales qui façonnent le jeu des acteurs et qui se posent un réel système d'opportunités et de contraintes. Et non pas juste ce que le droit dit. Parce que ce que le droit dit, et souvent on le voit, je dis souvent au Sénégal, ce n'est pas certes un état de droit, mais c'est un pays de droit constitutionnel. Moi aussi, je n'ai jamais fait un cours de droit constitutionnel, mais aujourd'hui, je suis tellement fort en droit constitutionnel à cause des débats que vous avez eu dans votre pays ces dernières années. Donc il y a mimétisme, il y a ce que Bayard appelle des institutions importées, alors qu'un autre auteur français appelle ça des institutions greffées. Mais pour moi, comme je le dis encore une fois, lorsque Barack Obama nous dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes, je lui ai dit, Barack, là où on est actuellement, dans notre évolution institutionnelle, là, quand vous y étiez, vous n'aviez pas eu besoin d'institutions fortes, vous avez eu besoin d'hommes forts. Les leaders que vous voyez sculptés là sur le mont Richemont aux États-Unis, c'est eux qui ont créé les États-Unis, c'est eux qui ont eu un leadership fort, et ce leadership fort a transformé la société de telle sorte que les institutions maintenant pouvaient être adossées à une citoyenneté, comme le disait tout à l'heure. Donc pour moi, ça c'est un Merci beaucoup. Ok. La question de Zongo. C'est fini. Ah, Zongo, excusez-moi, excellente question. Et d'ailleurs, à votre droite, vous avez un économiste. Parlez-lui-en et nous sommes prêts à l'éditer. Parlez-lui-en et nous sommes prêts à l'éditer. Et puis de toute façon, le responsable de la mission est là. Merci beaucoup à vous. Ok. Stéphanie. Il reste combien de temps? Avant ça, il y a le Sénégal qui va intervenir. On a un ami qui s'appelle Moussa. Je pense que c'est un ami commun, Moussa Diallo, qui habitait à Longueuil. Donc, est-ce qu'on peut juste laisser le temps? Est-ce que tu peux le prendre ou est-ce qu'on reprend sa question? Non. Il va venir. Et, parce qu'il y a vraiment 22 Est-ce que tu peux le plugger là dans le Oui, je l'appelle tout de suite, je l'ai dit de prendre. Okay. Excusez-nous, hein. Ok, vas-y. Ok, si vous prend, il va poser la question. Ok, Moussa. Donc, Moussa, tu es en direct. Attends, je te. Est-ce que tu nous vois? Mets le micro. Je vais juste approcher le micro. On te donne 2 minutes de questions parce que je sais que toi, il doit faire tâche chez toi. Allez, vas-y, on t'écoute.
te dis bonjour. Oui, vas-y, on écoute. Et avant tout, j'en profite pour féliciter Alun pour cette belle, excellente initiative. Et écrire n'est pas une chose simple, facile, surtout s'il s'agit d'une œuvre intellectuelle dirigeant qui n'est pas je vous félicite et vous recommande de continuer dans cette dynamique et j'espère que ce sera une occasion d'écrire sur, je l'espère, les pays sénégalais en ce qui concerne la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance. Toutes mes félicitations et je commande par avance le livre et vous souhaite une belle réussite. Merci. Et j'en profite pour dire bonjour à grand chef Faye. J'ai cru entendre son nom dans la salle. Il est là. Ok. Est-ce que vous avez une question, Moussa? Non, j'avoue que je n'ai pas encore lu de livre. C'est parfait. Ok. Mais merci. C'est ça parce que je vais devoir te couper, mais tu pourras appeler à l'oubli. Merci beaucoup pour ton intervention, ok? Parce que là, il nous reste 30 minutes. Merci beaucoup. Mais pas. Une question. Mais pas. Ok, vas-y. Est-ce que tu es en live? Parce qu'on a déjà répondu à ça, mais on peut répondre. Tu réponds à ça? Ouais, je vais répondre. Reste en live, il va répondre, ok? Dis-lui qu'il n'a pas de vision. Ça n'a pas de vision. Ok, merci beaucoup, Moussa. Les partisans. Ok, on va prendre la dernière série de questions parce qu'on doit arrêter à 16h. On doit arrêter à 16h30. Ou alors à 16h30, il faudra baisser un peu. Non, à 16h30, on arrête. Puis Alun va faire des dédicaces encore. Puis chacun va prendre sa chaise. Team building, team walking. Puis on le met là. Quand vous levez, pliez votre chaise. Okay, je vais prendre la dernière série de questions. Je vais commencer par notre ami Moussa, Ousmane Diallo. Et puis, qui d'autre? Niokor. Le nom? Mamadou Ba. Donc, je vais juste noter et puis... Deuxième tour. Il n'y a pas de deuxième tour. Premier tour. Non, premier tour. Okay. S'il y a d'autres personnes, elles peuvent se signaler. Hein. Donc, je vais donner la parole pour ne pas perdre du temps à Ousmane Diallo. Premier tour. Assalamu alaikum. Donc, Alun, félicitations vraiment pour l'écriture du livre. Donc, ma question, c'est que, en fait, Alun, il a écrit un livre, donc il a écrit en tant qu'un Sénégalais qui a sa perception du Nigeria, bien qu'il a fait quand même beaucoup de recherches sur ça. Donc, aujourd'hui, si un Nigérien avait écrit sur le Sénégal, c'est sûr que je me dirais que, par exemple, si je serais en face de lui, peut-être qu'on serait d'accord sur des choses, qu'on serait peut-être pas d'accord sur des choses, même s'il fait beaucoup de recherches, parce que ma perception du Sénégal serait certainement différente de la perception de Nigérian du Sénégal. Alors, ma question, c'est que je ne vois pas ici de Nigérians. Est-ce qu'une invitation a été envoyée à la communauté nigériane pour au moins avoir peut-être une perception différente et puis pour avoir un débat contradictoire? Et puis éventuellement, est-ce que, si toutefois ce n'est pas fait, est-ce que tu ne trouverais pas intéressant, par exemple, de t'approcher à cette communauté-là, de leur présenter les livres et puis de faire un débat avec eux? Peut-être que ça va encore sortir de nouvelles idées. Donc, c'est ça. Tout à fait. Merci Ousmane. Merci Ousmane. Merci Ousmane. Alors, la parole est à Niokor. Okay. Merci Ali, je ne serai pas long. Félicitations toujours pour ce beau parcours. Mais moi, je reviendrai surtout sur le Nigeria, mais surtout sur le plan militaire. Comme tu dis, j'étais très optimiste au début quand tu disais le grand pays que tu vises, qui est derrière tout ça, c'est la France qui nous fatigue tout le temps. De l'Inde au Nigeria, toi tu vises la France. Mais en même temps, je suis un peu déçu dans la mesure où ton interlocuteur du Nigeria, ce grand pays qui doit porter ce combat, ne serait-ce que militairement, par rapport à la France, il n'y a rien qui se passe. Et si tu me dis qu'ils ont des intérêts
je ne sais pas, souvent conflit d'intérêts. Là, c'est pourquoi ils peuvent rien faire. C'est dommage. C'est dommage. Parce que si le Nigeria ne porte pas le combat militaire, ne serait-ce que pour la défense des pays d'Afrique de l'Ouest, qui va le porter? Nous sommes des micro-États très faibles. Encore, comme disait notre confrère, de façon très pertinente, le CFA. Aujourd'hui, en tant qu'intellectuels, nous tous, nous sommes interpellés par cette problématique qui est la France. C'est la France qui nous fatigue en fait. Comme de l'Afrique, c'est la France. Depuis, avant nos naissances. Moi, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. En 1944. Il est revenu. Moi, je l'ai vu mourir, fatigué, usé. Sa passion, c'était juste pour acheter des cacahuètes. Regardez, on a vécu ça, on est né dans ça. Et toujours cette France est revenue quand on voit notre pays, le Sénégal, avec tout ce qui se passe comme débat, les entrepreneurs français qui reviennent, qui reprennent le marché. En tant qu'intellectuel, moi je suis insulté, je suis là à l'étranger, je ne peux rien faire. Et je pensais à un grand pays comme le Nigeria qui fait plus de 100 millions, qui courbe les Chines face à la France. Donc, dis à ton Buhari là, vraiment de revenir sur la scène, s'il le faut, militaire et politique, pour contrer un peu, pour porter ce grand combat. L'ennemi numéro 1 à battre, c'est la France, parce que jusqu'à présent, je me considère toujours comme colonisé. Et je compte sur toi en tant que bon intellectuel de mener ce combat. Merci. Alors, merci. Alors, c'est Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. C'est Aimé Césaire qui l'a dit. Alors, je vais passer la parole à Mamadou Ba. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour le livre et tout. On n'arrête pas d'évoquer la France. Et honnêtement, ceux qui connaissent la France, ils savent les dangers et les dégâts qu'ils peuvent faire dans un État, dans un continent. Donc je voudrais commencer par là. C'est la question de la sécurité intérieure, dans les zones urbaines ou dans les zones rurales. D'ici quelques temps, va se poser justement cette question. Au niveau, par exemple, des pays occidentaux, c'est ce problème-là qui va se poser bientôt. La question de la sécurité dans les zones urbaines. Tout à l'heure, en évoquant donc, le cas de la Nigeria, on sait qu'au niveau intérieur, donc, la question de la sécurité, ça laisse un peu à désirer. Et nous, en Afrique, que ce soit le Sénégal ou dans d'autres pays, on est confronté à ce problème-là. Que ce soit avec le pétrole qui va venir récemment, dans peu de temps, ou encore au Mali, où actuellement il y a des ressources qui ont été découvertes là-bas. Et ce n'est pas pour rien justement que les Canadiens sont là-bas, que d'autres pays, les Allemands actuellement, ils sont en train de faire une petite guerre à la France justement pour diminuer sa crédibilité. Et dans tout cela, nous, Africains, c'est comme si on est complètement absent du tableau. Maintenant, comment refaire ce virement-là? Parce qu'on en a marre qu'à chaque fois que les autres décident pour l'Afrique, ce soit aussi pour le bénéfice aussi du Canada. Merci beaucoup. Merci. Juste continuer, il reste 15 minutes. Ouais, je pense que je vais peut-être pouvoir prendre 2 ou 3 questions parce qu'Aline aura 15 minutes pour répondre. Ah, Niawal, viens. Tu peux venir, ou tu peux rester là-bas si tu veux. Ouais, vas-y. C'était juste par rapport à la posture que je trouve moi non africaniste de Buhari. Par exemple, par rapport à la CEDEAO, j'ai pu lire dans mon esprit, mais que pour protéger par exemple son industrie pharmaceutique, il a tourné le dos c'est dans le cadre de la ZLEC, la zone économique. Donc là aussi c'est à découvrir. Mais vous en doutez certainement par rapport à la France, moi j'ai un discours tout à fait contraire. Parce que par exemple, quand il y a eu la crise de Boko Haram, les Américains n'ont pas voulu intervenir là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvaient pas des intérêts. Il y avait des conditions qu'ils avaient posées et qui ne pouvaient pas être remplies par le Nigeria, encore moins par le Cameroun. Donc c'est une question d'intérêt, à mon avis. Dire que c'est la France qui s'investit dans nos pays et qui nous... Moi je pense que ça, vous en doutez certainement, je trouve ça victimaire, disons, victimiste ou je ne sais pas quoi encore. Mais ce sont des intérêts qui sont mis en avant et qui parfois nous sommes contraints, faute de moyens, faute d'alternatives, par exemple de l'intervention nigériane de la puissance africaine, n'est-ce pas, de nous rabattre. Il y a un prix qu'on paye et on le paye. Ça, c'est la réelle politique. Donc il faut, à mon avis, qu'on évite, n'est-ce pas, ce glissement-là. Par exemple, dire que
le franc CFA, c'est une calamité, etc. C'est bien beau, c'est bien sexy, ça fait passer pour le résistant, mais ça ne correspond pas à la réalité. Les 50% qu'on fait passer au trésor public français dans les comptes d'opération, mais ça nous donne des garanties. Maintenant, on peut concevoir, si ça donne des garanties, oui, je suis d'accord avec toi. La convertibilité de nos monnaies, etc. L'euro est converti dans quoi? C'est quoi qui donne la garantie de l'euro? Non, mais l'euro, c'est... L'euro est converti en dollars à minuit chaque jour. Oui. Non, mais on va laisser poser sa question. On va laisser... Vas-y, Pierre. Pour payer moins, il faut quand même trouver des alternatives. Les alternatives, on peut les trouver par exemple dans les puissances africaines, comme le Nigeria, comme Tanzanie, mais pourvu quand même que les Nigérians acceptent de jouer ce rôle-là, parce que ce rôle-là aussi, si le Nigeria le joue, ben c'est quand même à perte. Et ça, le Nigeria n'est pas prêt à jouer ce rôle-là. Buhari, pendant toutes les négociations qui ont eu lieu dans les APE, le Nigeria s'est distancé au profit des Américains. Les Américains, c'est les principaux partenaires économiques du Nigeria. Et le Nigeria a fait jouer cette carte-là, tourner le dos à l'Europe, particulièrement à la France, pour préserver ses intérêts avec les Américains. Donc ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a aussi une réelle politique, des réalités économiques qui président, n'est-ce pas, à la posture des différents leaders que nous avons en Afrique. Merci. Alors, deux autres questions, et puis on va boucler la liste. Deux autres questions, les deux dernières. Non, mon grand force, Attends, vas-y. Je voulais un peu répondre un peu aux questions ethniques qui ont été posées ici à propos. J'ai eu la chance de fréquenter deux Nigérians pendant 4 ans, Obi et Abi. Nigeria, non sérieusement, deux Nigériens, une musulmane vraiment qui vient du nord et une autre Obi qui est chrétien, deux ethnies différentes. Mais le Nigeria est assez divisé chez eux, mais quand même à l'extérieur, ils ont une diplomatie qui se reflète. Ils sont très soudés à l'extérieur. Vu quand ils se compétissent dans les... vous voyez, les compétitions internationales, le Nigeria est très soudé. Mais entre eux, à l'intérieur, c'est tellement coupé. Donc, leur question ethnique, c'est comme unfinished business. La classe sociale est très flagrante au Nigeria. Mais ils arrivent quand même avec une politique, comme Alioune a dit. Ce n'est pas des institutions, mais quand même, c'est ça, comme je peux dire, de compréhension qui disent que toi, tu es chrétien, donc ton second va être d'une autre ethnie ou bien musulman. Ils ont réussi ça. Et ils ont réussi vraiment une bonne politique de voisinage. Le Nigeria est vraiment en très bon terme avec les pays qui l'entourent, contrairement au Sénégal. C'est une parenthèse que je fais. Oui, monsieur. Merci. Monsieur Claire, est-ce que vous voulez prendre le micro? Ancien FMI. Un petit commentaire. Vous semblez très optimiste en ce qui concerne la diversification. Je pense que c'est un grand défi, parce que c'est un grand défi pour tous les pays qui sont dépendants du pétrole. Et en tout cas, en général, il y a des pics. Et quand le prix du pétrole augmente encore, tous les efforts de diversification laissent tomber. Et je pense qu'on doit ne pas être trop optimiste dans ce cas. Et c'est très important pour la unification de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Merci. Alors, Blair est ancien du FMI, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, venez vous présenter ici. Babacar. Bonjour l'assistance, félicitations à Alioune Ndiaye, donc qui est un ami, un frère et une référence quoi. Donc ma question c'est par rapport au Nigeria. Donc on a vu que Buhari n'a pas accepté de signer les APE, il n'a pas aussi accepté d'intégrer donc la ZELEC. D'aucuns disent que c'est au niveau de la pression syndicale, notamment le Nigerian Labour Congress, donc excusez-moi de mon accent anglais,
Donc, qui fait que M. Buhari a renoncé à intégrer donc, la ZELEC. Est-ce qu'on ne peut pas dire que M. Buhari a un leadership participatif? Donc, il écoute les syndicats, il équipe aussi les nationaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont réduit quand même l'importation. Ce que vous avez donné, tantôt vous avez donné des chiffres impressionnants, 99% sur le riz, 97% sur les autres matières. Donc on peut considérer que le Nigeria est autosuffisant présentement en riz, d'après les chiffres. Donc si on fait le lien avec le Sénégal, donc on a vu que récemment notre président était à l'étranger, au lieu de soutenir et d'écouter par exemple les nationaux, il a préféré aller les vilipender, vraiment le secteur interne, en France. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le Nigeria est un modèle que doit suivre le Sénégal pour qu'on puisse être autosuffisant sur ce point? Merci Babacar. Alors, il reste 10 minutes. Je signale qu'il y a une forte présence des partisans d'Idrissa Seck aujourd'hui. C'est rassurant. Je vais donner la parole à Alioune. Il n'y a plus de questions. Je vais donner la parole à Alioune. Donc Alioune, tu as 10 minutes. C'est le congrès de Réumi. Hein. Vous pouvez nous dire ça dès le départ. 5-10 minutes. Ok, Alioune. Essaie de résumer au maximum. D'accord. Merci Khalid. C'est vrai que c'est un indice, hein. C'est bizarre. Hein. Il y a que des réumistes là. Qu'est-ce qui se passe là? Bon. Ok, ben merci beaucoup hein, pour vos questions, toutes aussi intéressantes que pertinentes. Je pense que Moussa disait pourquoi Buhari et non Macky Sall. Ousmane, non, c'est Moussa qui reprend la... Moussa Diallo, mais bon, je trouve personnellement que sur le plan heuristique, il y a beaucoup plus d'intérêt pour les fleurs que je jette que... franchement, je ne veux plus critiquer là, comme disait l'autre. Je ne veux plus critiquer là. Comme disait un certain candidat, n'est-ce pas? Et puis, Ousmane, la perception, oui. Vous savez, je répondais tout à l'heure à la question de Bass en lui disant que tu es ingénieur, mais tu viens poser une question de political scientist. Vous savez, je ne veux pas laisser mon opinion prisonnière des perceptions. Surtout si je sais que ces perceptions-là sont fortement liées par un certain biais ethnique. Et je le dis, pour comprendre le Nigeria, faites attention, n'écoutez pas les Nigérians. Vous savez, les meilleurs auteurs pour moi que je lis sur le Nigeria, c'est... il y a un auteur américain qui s'appelle Brendan Kenhammer. D'ailleurs, l'idée même de mécanisme ethnocompensateur, je l'ai un peu sorti de lui pour la partie de, comment dirais-je, de Abiola et Obasanjo, mais je l'ai développé personnellement pour Yaradua et Buhari. Pour Daniel Bach, qui est à l'école de Bordeaux, là, okay? Pour moi, ces gens-là, ils ont pu développer une perception du Nigeria. Quoique, et ça c'est ce qui leur manque, et c'est moi, c'est ce que j'apporte. Le regard, il doit être objectif, mais aussi il doit être tendre. Pour moi, le Nigeria est un pays qui a besoin qu'on pose sur lui un regard tendre. Et ce regard tendre-là, vous ne le retrouverez pas chez le Nigeria. Et je me donne la responsabilité, parce que je l'ai dit tout à l'heure à la responsable, à la First Secretary, je lui ai dit, I have a stake, moi j'ai un enjeu dans ce qui se passe au Nigeria. Parce que je suis sûr que le Nigeria qui change, qui devient un géant, ça change toute la donne politique. Toute la donne. Et ils ont voulu faire ça au début des indépendances. Le Nigeria a voulu très tôt se positionner contre la France, en disant non, pas de... Mais qu'est-ce que De Gaulle a fait? De Gaulle a utilisé 3 leviers. Le premier levier, c'est le Gabon. D'où partaient les avions français qui allaient bombarder les positions de l'armée fédérale pour supporter les rebelles du Biafra. Okay. Deuxième position, il a activé, comment dirais-je, comment ça s'appelle encore? Il a activé les rebelles biafrais en les armant et en passant aussi par l'Afrique du Sud qui à l'époque avait intérêt à ce que le Nigeria soit faible parce qu'il y avait une rivalité. Okay. Donc pour moi, la perception elle est importante, mais il ne faut pas rester prisonnière de cette perception-là. J'ai discuté avec beaucoup de Nigérians, beaucoup, et à chaque fois je te dis, je sors KO. Je sors KO. Tu discutes en Yoruba, il va te dire Buhari il est mauvais, mais son vice-président Yemi Osin Bajo qui est au Yoruba, lui il est bon. S'il n'y avait pas Osin Bajo, okay? Tu discutes avec un gars du Sud qui va te dire oh non, oublie. Ça c'est des Northerners. Tu vois, donc il y a un peu des deux. Vous voyez ce que je veux dire? Momodouba, niveau intérieur de la sécurité et sécurité laissée aux autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi je pense que
Aujourd'hui, l'enjeu principal qui va se poser aujourd'hui en Afrique, c'est ça, c'est la reprise du continent par l'arme de la sécurité, l'arme sécuritaire. Quand je vois les Allemands, vous savez, les Allemands, avec toute la circonspection, parce que les Allemands, depuis Hitler, là, en matière de politique étrangère, ils sont très effacés. Quand on parle, ils ne veulent même pas parler, parce qu'ils portent cette honte-là. Aujourd'hui, l'Allemagne est tellement déployée au Niger, vous n'allez même pas imaginer. Les Allemands bandent les muscles actuellement pour dire que nous aussi, nous avons notre part de l'Afrique. Alors que jusqu'à présent, ils voyageaient un peu cachés dans la valise de l'Union européenne. Mais puisqu'ils se rendent compte que la France développe maintenant ses logiques propres, eux aussi, ils veulent sortir avec leur logique propre. Et même l'attaque que vous avez vue de l'Italie dernièrement. Et ça, c'est des structures d'opportunité que les Africains doivent lire. Il ne s'agit plus, pour répondre à la question de Niox, de faire la guerre. Non, 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 il y a des nouveaux outils actuellement. Il faut savoir regarder la carte du monde, voir les structures d'opportunité qui s'ouvrent et s'insérer là-dessus, s'engouffrer là-dessus, sans même faire la guerre. Et ça, c'est possible. Il est possible de contenir la France. Parce que vous savez pourquoi? Le problème français, c'est un problème qui naît des Lumières. L'idéologie des Lumières, l'idée des Lumières qui est créatrice de la France, c'est cette même idée qui met dans l'élite française ce que Victor Hugo disait. L'Afrique appartient à l'Europe. Victor Hugo, que nous célébrons tout ça, c'est ce qu'il a dit. L'Afrique appartient à l'Europe. Allez-y, prenez-la. Allez-y, prendre cette terre vierge où n'habitent que des gens qui n'ont... Victor Hugo, qui est célébré. Donc, pour moi, il y a un problème, il y a un mal dans le mental même des leaders français, qui fait qu'ils croient que l'Afrique leur appartient. Et c'est pas juste par la construction d'une armée forte, c'est de bâtir des alliances à l'extérieur, mais aussi de bâtir des hégémonies à l'intérieur. Les États-Unis, par exemple, vous l'avez vu, ce qu'ils ont fait lorsque la France a été affaiblie, lorsque l'Espagne, par exemple, a été affaiblie par l'attaque des armées napoléoniennes, ils se sont dit, voilà une bonne structure d'opportunité pour libérer les pays de l'Amérique latine. Ils l'ont fait pour le propre intérêt. Guerre de Cuba, 2 guerres à Cuba qui ont été gagnées par les Américains pour mettre les Espagnols dehors. Ah, bien sûr, c'était après pour reprendre contrôle, on le sait. Mais les 2 seules régions au monde qui n'ont pas d'une puissance hégémonique forte locale, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça veut dire sur le plan sécuritaire. On a le même sort. Donc pour moi, c'est important. Biram CEDEAO-ZLEC, effectivement, j'en ai parlé dans la présentation du livre, et toute la partie que j'appelle diplomatie du redressement montre cela. C'est que le Nigeria est actuellement dans une logique de redressement de son économie, qui fait que les attentes de rôle qu'on a par rapport à un leadership africain, le Nigeria a tendance à les assumer plus vers le sens de la préservation de la démocratie que vers le sens de l'avancement des processus d'intégration monétaire et commerciale. Le Nigeria ne veut pas des APE, parce que ça ne l'arrange pas. Le Nigeria, pour l'instant, ne veut pas de la ZLEC. Et là aussi, il faut, nous, Africains, qu'on soit critiques. Parce qu'il y a un cadrage qui est fait de la ZLEC pour nous dire que oui, tout Africain, africaniste, panafricain doit être d'accord avec la ZLEC parce que c'est les pays africains qui créent un grand marché. Mais attention, dans tout instrument d'intégration commerciale, ce qui est très important, ce sont les mécanismes de recours commerciaux. Parce que les gens utilisent les failles pour y entrer. Est-ce qu'il y a des institutions fortes qui font que lorsque, par exemple, la Chine va identifier un pays africain pour lui dire, vous allez être mon zone de dumping, je vais prendre des produits, je vais mettre dans votre pays, et vous allez prendre ces produits, vous allez réexporter au Nigeria, et le Nigeria ne pourra pas vous mettre de taxes. Il faut qu'on fasse attention. La question, par exemple, je en parle du livre, la question des règles d'origine. Le Nigeria, il est mort sur ça. Le Nigeria dit, vous adoptez une règle d'origine générale. Nous, on veut des règles d'origine spécifiques qui permettent de bien savoir la traçabilité ou l'origine des produits. Pour qu'on ne fasse pas partie, pour qu'on ne fasse pas l'objet d'une stratégie de dumping qui passe par une réexportation à partir de l'Afrique de produits qui ont été produits en Chine ou bien ailleurs. Donc, il faut qu'on soit très critique. Et les gens, ils sont forts. Ils vont mettre un article sur l'Afrique en disant « Oui, l'Afrique, à l'heure du libre-échange, le plus grand marché de libre-échange au monde. » Au-delà même des réticences qu'on peut avoir sur le plan idéologique en ce qui concerne le libre-échange. On sait tous comment les économistes keynésiens, peut-être LH pourra nous en parler, sont un peu plus réticents en posant certaines conditions que par exemple tout ce qu'on est les économistes néoclassiques et autres. Mais au-delà même de ces questions des débats là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'accepter la ZLEC, personnellement, le fait que le Nigeria ait retardé le processus de la ZLEC, pour moi, c'est une bonne chose pour toute l'Afrique. On pourra en discuter, mais pour moi c'est une bonne chose pour toute l'Afrique parce que ce processus de libre-échange là est une porte que les gens ont. Le fait que le Nigeria ait bloqué les APE
et que Macky Sall est poussé à ce qu'on les signe à Dakar pour qu'on puisse dire les accords de Dakar. Mais les APE, ça nous tue. On est mort. Vous savez d'où vient l'idée de l'échange? C'est les Anglais qui ont mis ça en avant avec les corn laws. Lorsque les Anglais n'avaient plus besoin de produire du maïs chez eux, ils ont ouvert leur marché avec les corn laws parce qu'à cette étape-là, ils étaient déjà loin, ils étaient industrialisés. Donc il y a tout un nombre de prérequis nécessaires. Quand on est dans un stade, je ne dis même pas proto-industriel, nous on est dans une stade pré-industriel. Okay? Je pense qu'il y a certaines réticences à avoir cette question-là. Donc pour moi, bien comprendre ça, et puis je pense que ta question sur la France, ça on en discute je connais tes opinions là-dessus. Quoique moi je le dis, il ne faut pas avoir peur d'avoir cette attitude victimaire. Parce que être victime, c'est ça le sens de l'histoire. Okay? L'histoire crée des victimes et des bourreaux. Affirmer sa victimité ou sa victimitude, je ne sais pas si le mot existe, pour moi n'est pas si grave que ça. Mais ce qui est grave, c'est que quand quelqu'un vous dit non, 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 vous en êtes capable, le problème c'est vous. Ce qu'on nous dit souvent, le problème africain c'est vous, c'est vos leaders. Mais ce n'est pas vrai. Le problème des leaders africains est créé de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passerait à l'Afrique si on avait encore un Thomas Sankara? Qu'est-ce qui se passerait à l'Afrique si on avait encore un Barthélemy Boganda? Qu'est-ce qui se passerait à l'Afrique si on avait encore un Patrice Lumumba? Un Kwame Nkrumah? C'est nous qui l'avons tué. Mais non, mais par qui? Je vais vous donner un livre après. Je vais vous donner un livre après, Biram. Et j'espère que tu vas lire ce livre. Ça s'appelle La politique africaine d'Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on célèbre Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny a été utilisé par la France pour déstabiliser le Ghana, pour déstabiliser le Nigeria, pour déstabiliser des pays comme je ne sais pas. Donc pour moi, on ne le dit pas parce qu'on est victime. On ne veut pas se victimiser. On le dit pour être conscient. Parce que l'exemple que je donne souvent, c'est l'Afrique a deux manières de partir. La première manière, c'est qu'on porte un boulet très lourd. Est-ce qu'on va essayer de courir vite, malgré ce boulet trop lourd-là? Ou bien est-ce qu'on va essayer d'enlever le boulet et de courir normalement comme les autres pour y aller? Ceux qui disent, laissez la stratégie victimaire, c'est ceux qui disent, vous avez un boulet trop lourd, vous couriez à 100, mais courez à 200 maintenant. Mais on sait tous ce que ça demande en termes d'énergie et autres. Maintenant, ceux qui disent enlevez le boulet, c'est ceux qui reconnaissent le statut victimaire, qui disent enlevons le boulet et au lieu de devoir rouler à 200, on va rouler à 100 et on va arriver tranquillement sans il y a une troisième voie, il y en a une quatrième. Mais pour moi, n'ayez pas peur d'être victime. L'histoire est faite de victimes et de bourreaux. Pour l'instant, on a plus été victime, que bourreau. Ben, j'espère qu'on ne sera jamais bourreau. Mais j'espère aussi qu'on ne sera plus jamais victime. Alors, c'est une très bonne conclusion. Alors, on va boucler, à moins que mon ami Elage, que je vois de loin. Ça va, bonjour Elage. Alors, je vais juste donner la parole à Abdion, qui va dire la suite, parce que je pense qu'Aline va continuer la séance de dédicace. Et puis, il faudra libérer la salle à 17h. C'est ça. Je vous réponds après. Merci vraiment à tout le monde. Et puis, moi j'ai une idée. Qu'est-ce que ça veut dire si on organisait le débat des chefs avant les élections? Que chaque parti m'envoie le nom de ses représentants et on fait un arbre à palabre, débat des chefs. Qui est d'accord, lève la main. Bien. Donc suivez les pages Facebook, ça on va organiser ça. Il va y avoir un volet où on va parler de la politique africaine, mais vraiment le débat des chefs. Donc envoyez-moi vos représentants. J'aimerais ça quand même avant la séance dédicace que vous applaudissez très très fort à l'UNED. Merci pour tout ce travail parce qu'il y a toute une machine derrière. Merci beaucoup Khadim, merci Bébé Gaï, merci à toutes nos épouses. Non, merci la bonne. Ok, on va, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez juste ramasser vos chaises? Ça va aller tellement vite qu'on les range, c'est une bonne question, on les range où? On les met en pile ici. On les met en pile. Voilà.